sur la scène d'un théâtre grandiose, les lumières scintillent, et le murmure attentif du public s'élève comme un chuchotement d'anticipation. Au centre de la scène, un orateur se prépare à transformer les mots en magie, les discours en aventure et les interventions en puissantes connexions humaines. C'est le monde de parler en public, fondement de l'oratoire de Dale Carnegie. Dans cet audiolivre, nous vous invitons à explorer les secrets qui ont aidé d'innombrables personnes à surmonter leur peur de la scène et à maîtriser l'art de captiver un public. Des premières respirations nerveuses aux applaudissements finaux, Carnegie vous guidera à travers les principes essentiels d'une oratoire percutante. Il ne s'agit pas simplement de parler, il s'agit d'allumer une étincelle d'enthousiasme, de connecter avec le cœur et l'esprit de votre audience, et de transformer chaque mot en un pont vers la compréhension et la persuasion. Visualisez chaque chapitre comme une boussole magique qui vous conduira à travers le labyrinthe du discours public. Vous découvrirez ici des techniques infaillibles pour captiver et persuader, des stratégies pour surmonter la peur de parler en public et des conseils pour transformer votre voix en un instrument d'influence. Dale Carnegie, avec son style inimitable et sa sagesse intemporelle, vous révélera comment vos mots peuvent résonner dans l'âme de votre audience, vous transformant en le maître de cérémonie que vous avez toujours rêvé d'être. Préparez vos écouteurs et installez-vous confortablement, car vous vous apprêtez à entreprendre un voyage qui changera à jamais votre façon de parler en public. Avec Carnegie comme guide, vous découvrirez que l'oratoire n'est pas seulement une compétence, mais une forme d'art capable d'ouvrir des portes, de construire des ponts, et surtout, d'inspirer ceux qui vous écoutent. Bienvenue dans un monde où vos mots ont le pouvoir de transformer, d'émouvoir et de laisser une marque indélébile dans le cœur de votre audience. Commençons cette aventure ensemble. Acquérir confiance en soi devant un public, il y a une étrange sensation souvent ressentie en présence d'un auditoire, qui peut provenir du regard de nombreux yeux tournés vers le orateur, surtout si celui-ci se permet de rendre ce regard de façon constante. La plupart des orateurs en ont conscience, ressentant une frisson indescriptible, une présence réelle qui imprègne l'atmosphère, tangible, évanescente, indescriptible. Tous les écrivains témoignent du pouvoir du regard d'un orateur pour impressionner le public. Cette influence que nous considérons maintenant est le revers de cette image, le pouvoir que ses yeux peuvent exercer sur lui, surtout avant qu'il ne commence à parler. Une fois que les feux internes de l'éloquence s'enflamment, les yeux du public perdent toute terreur. Les étudiants en art oratoire se demandent continuellement comment surmonter la conscience de soi et la peur qui les paralyse devant un public. Avez-vous déjà remarqué, en regardant par la fenêtre du train, que certains chevaux broutent près de la voie sans même se détourner des bruits assourdissants, tandis que juste devant, au croisement suivant, la femme d'un fermier essaie nerveusement de calmer son cheval effrayé en passant le train? Comment guérir un cheval qui a peur des voitures? En le plaçant dans un endroit en forêt où il ne verra jamais de moteur à vapeur ou d'automobile, ou en le mettant à paître où il verra fréquemment des machines. Appliquez le bon sens pour surmonter la timidité et la peur. Affrontez le public aussi souvent que possible, et bientôt vous cesserez d'être timide. La peur de la scène ne se vainc pas en lisant un traité. Un livre peut vous donner d'excellentes suggestions sur la meilleure manière de se comporter dans l'eau, mais tôt ou tard, vous devrez vous mouiller, peut-être même vous noyer de peur. Il existe de nombreux maillots de bain sans eau utilisés sur le rivage, mais personne n'apprend à nager avec eux. Se plonger est le seul moyen. La pratique de parler devant un public tendra à éliminer toute peur des audiences, tout comme la pratique de la natation conduira à la confiance et à l'aisance dans l'eau. Il faut apprendre à parler en le faisant. L'apôtre Paul nous dit que chacun doit travailler à sa propre sauvegarde. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est offrir des suggestions sur la meilleure manière de se préparer pour votre plongeon. Le véritable plongeon ne peut être fait pour vous par quelqu'un d'autre. Un médecin peut prescrire, mais vous devez prendre le médicament. Ne vous découragez pas si vous souffrez de peur de la scène au début. Dan Patch était plus susceptible de souffrir qu'un cheval de trait, et se présenter devant le public ne nuit jamais à un fou, car sa capacité à ressentir un coup qui tuerait un homme civilisé se guérit rapidement dans un sauvage. Plus nous montons sur l'échelle de la vie, plus la capacité de souffrir augmente. Pour une raison ou une autre, certains maîtres de l'art oratoire ne surmontent jamais complètement la peur de la scène, mais il est conseillé de ne pas ménager ses efforts pour la vaincre.
Daniel Webster échoua lors de sa première apparition et dut prendre des sièges sans terminer son discours parce qu'il était nerveux. Gladstone se sentait souvent troublé par la conscience de soi au début de ses discours. Bachet était toujours mal à l'aise avant de parler en public. Les forgerons enroulent parfois une corde autour du nez d'un cheval, et en lui infligeant ainsi un peu de douleur, détournent son attention du processus de ferrage. Une façon de vider un verre est de verser de l'eau. Laissez-vous absorber par votre sujet, appliquez le principe du forgeron. Lorsque vous parlez, si vous ressentez profondément votre sujet, vous ne pourrez pas penser à autre chose. La concentration est un processus de distraction des affaires moins importantes. Il est trop tard pour penser à la coupe de votre manteau lorsque vous êtes déjà sur l'estrade. Alors concentrez votre intérêt sur ce que vous allez dire, remplissez votre esprit avec le matériel de votre discours, et comme l'eau remplissant le verre, cela chassera vos peurs insubstantielles. La conscience de soi est une conscience inappropriée de soi-même, et pour le but de la présentation, le moi est secondaire par rapport au sujet. Non seulement dans l'opinion de l'audience, mais si vous êtes sage dans la vôtre, maintenir tout autre point de vue revient à se considérer soi-même comme une exposition plutôt qu'un messager avec un message qui vaut la peine d'être transmis. Souvenez-vous du grand traité pour élever un message à Garcia. Le jeune homme s'est subordonné au message qu'il portait, vous devez faire de même avec toute la détermination que vous pouvez rassembler. Il est purement égoïste de remplir votre esprit de pensée sur vous-même quand il y a quelque chose de plus grand, la vérité. Dites-vous cela avec fermeté et faites honte à votre conscience de soi pour qu'elle se taise. Si le théâtre prenait feu, vous pourriez courir sur scène et crier des instructions au public sans aucune conscience de soi, car l'importance de ce que vous dites expulserait de votre esprit toute pensée de peur. Bien pire que la conscience de soi par la peur de mal faire est la conscience de soi par la présomption de bien faire. Le premier signe de grandeur est lorsqu'un homme n'essaie pas de paraître ni d'agir de façon grandiose. Avant que vous puissiez vous appeler homme, selon Kipling, vous ne devez ni paraître trop bon ni parler très sagement. Rien n'est aussi bien annoncé que la présomption. On peut être si plein de soi-même qu'on est vide. Voltaire a dit que nous devons cacher l'amour-propre, mais cela ne peut être fait. Vous savez que c'est vrai car vous avez reconnu l'amour-propre excessif chez les autres, si vous l'avez, les autres le voient en vous. Il y a des choses dans ce monde plus grandes que moi, et en travaillant pour elles, le moi sera oublié, ou ce qui est mieux, sera rappelé seulement pour nous aider à atteindre des objectifs plus élevés. Le problème de nombreux orateurs est qu'ils se présentent au public avec un esprit vide. Il n'est pas surprenant que la nature, qui abhorre le vide, les remplisse avec ce qu'ils ont de plus proche, qui est généralement des pensées comme « Je me demande si je fais bien, comment est ma coiffure, je sais que je vais échouer ». Leur âme prophétique est convaincue d'avoir raison. Il ne suffit pas d'être absorbé par le sujet pour acquérir confiance en soi, il faut avoir quelque chose en quoi avoir confiance. Si vous vous présentez devant un public sans préparation ni connaissance préalable de votre sujet, vous serez conscient de vous-même. Vous devriez avoir honte de voler le temps de votre public. Préparez-vous. Sachez de quoi vous allez parler et généralement comment vous allez le dire. Ayez les premières phrases entièrement élaborées pour ne pas avoir de difficulté à trouver les mots au début. Connaissez votre sujet mieux que vos auditeurs, et vous n'aurez rien à craindre. Après vous être préparé pour le succès, attendez-le. Supportez-le avec une confiance modeste, mais surtout, ayez une confiance intérieure modeste. L'excès de confiance est mauvais, mais tolérer les pressentiments d'échec est encore plus dommageable, car un homme audacieux peut attirer l'attention par son propre comportement, tandis qu'un lâche avec un cœur de lapin invite au désastre. L'humilité n'est pas le rabais personnel que nous devons offrir en présence des autres. Avec cette ancienne interprétation, il y a eu une réaction moderne très saine. La véritable humilité est ressentie par tout homme qui se connaît en profondeur, mais ce n'est pas une humilité qui suppose une douceur de ver de terre. C'est plutôt une prière forte et vibrante pour un pouvoir plus grand au service, une prière que les fuyants ne pourraient jamais prononcer. Washington Irving a une fois présenté Charles Dickens lors d'une scène en son honneur. Au milieu de son discours, Irving douta, se sentit embarrassé et s'assit maladroitement. S'adressant à un ami à ses côtés, il commenta « Je t'avais dit que j'allais échouer, et je l'ai fait. Si vous pensez que vous allez échouer, il n'y a pas d'espoir pour vous, vous le ferez.
Débarrassez-vous de cette idée que vous êtes un pauvre ver dans la poussière. Vous êtes un Dieu avec des capacités infinies, toutes les choses sont prêtes si l'esprit l'est. L'aigle regarde le soleil sans nuage dans le visage. Assumez la maîtrise de votre auditoire en oratoire, comme en électricité il y a une force positive et une force négative. Le facteur positif sera en vous ou en votre public. Si vous assumez, vous pourrez presque toujours faire ce que vous souhaitez. Si vous assumez le côté négatif, il est certain que vous serez négatif. Assumer une vertu ou un vice le vitalise. Utilisez toute votre puissance et autodirection et souvenez-vous que, bien que votre public soit infiniment plus important que vous, la vérité est plus importante que les deux, car elle est éternelle. Si votre esprit faiblit dans votre leadership, l'épée tombera de vos mains. Votre supposition d'être capable d'instruire, de diriger ou d'inspirer une foule, ou même un petit groupe de personnes, peut vous horrifier comme une énorme insolence, comme cela peut effectivement arriver. Mais ayant répété une fois, parlez avec courage, il est en vous d'être ce que vous voulez. Faites-le avec calme et confiance. Réfléchissez que votre auditoire ne vous fera pas de mal. Si vous étiez à Liverpool, vous auriez parlé derrière une clôture de fil, vous auriez invité le public à lancer les projectiles trop mûrs avec lesquels ils étaient chargés. Mais il était un homme, il a affronté ses auditeurs hostiles sans peur et les a vaincus. En vous confrontant à votre public, arrêtez-vous un moment et observez-le. Il y a 100 chances sur une que votre public veuille que vous réussissiez, car quels hommes seraient assez stupides pour gaspiller leur temps et peut-être leur argent en espérant que vous gaspilleriez leur investissement en parlant sans enthousiasme? Suggestion finale, ne vous précipitez pas pour commencer, la précipitation montre un manque de contrôle. Ne vous excusez pas. Cela ne devrait pas être nécessaire, et si cela l'est, cela ne servira à rien. Avancez, respirez profondément, détendez-vous et commencez avec un ton de conversation calme comme si vous parliez à un grand ami. Cela ne vous paraîtra pas aussi mauvais que vous l'imaginiez. En réalité, c'est comme se plonger dans l'eau froide. Une fois dedans, l'eau est bien. Après avoir parlé quelques fois, vous anticiperez même le plongeon avec plaisir. Être devant un public et faire en sorte qu'il pense à vos idées après vous est l'un des plus grands plaisirs que vous pouvez connaître. Au lieu de le craindre, vous devriez être aussi impatient que les chiens de chasse qui tirent sur leur laisse ou les chevaux qui tirent sur leurs rênes. Alors chassez la peur, car la peur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, est lâche. Les courageux connaissent la peur, mais ne se rendent pas à elle. Faites face à votre public avec bravoure, et si vos genoux tremblent, faites-les cesser. Il y a une victoire pour vous et pour la cause que vous défendez. Allez la gagner. Supposons que Charles Martel ait eu peur de frapper les Sarrasins à Tours. Supposons que Colomb ait eu peur de s'aventurer dans l'inconnu. Supposons que nos ancêtres aient été trop timides pour s'opposer à la tyrannie de Georges III. Supposons que tout homme ayant fait quelque chose de valable ait été un lâche. Le monde doit être un progrès pour les hommes qui ont osé, et vous devez oser dire le mot efficace qui est dans votre cœur pour parler. Souvent, il faut du courage pour prononcer une seule phrase. Mais rappelez-vous que les hommes ne dressent pas de monuments ni ne tissent de lauriers pour ceux qui ont peur de faire ce qu'ils peuvent. Vous dites que tout cela est antipathique? Homme, ce dont vous avez besoin n'est pas de la sympathie, mais un coup de pouce. Personne ne doute que le tempérament, les nerfs, la maladie et même la louable modestie peuvent, séparément ou combinés, faire pâlir la joue de l'orateur devant le public. Mais personne ne peut non plus douter que cela augmentera cette faiblesse. La victoire réside dans un état d'esprit intrépide. Le professeur Walter Scott dit que le succès ou l'échec dans les affaires dépend davantage de l'attitude mentale que de la capacité mentale elle-même. Débarrassez-vous de l'attitude de peur, adoptez l'attitude de confiance et souvenez-vous que la seule manière de l'acquérir est de le faire. Dans ce chapitre fondamental, nous avons tenté de donner le ton de beaucoup de ce qui viendra par la suite. Beaucoup de ces idées seront développées et renforcées de manière plus spécifique, mais tout au long de ces chapitres sur un art que M. Gladstone considérait comme plus puissant que la presse publique, la note de confiance en soi justifiée doit être répétée encore et encore. Questions et exercices. Quelle est la cause de la conscience de soi? Pourquoi les animaux en sont-ils exempts? Quelle est votre observation sur la conscience de soi chez les enfants? Pourquoi est-elle absente sous l'effet d'une excitation inhabituelle?
Comment l'excitation modérée vous affecte-t-elle? Quels sont les 2 prérequis fondamentaux pour acquérir la confiance en soi? Lequel est le plus important? Quel effet la confiance de l'orateur a-t-elle sur le public? Écrivez un discours de 2 minutes sur la confiance et la lâcheté. Quel effet les habitudes de pensée ont-elles sur la confiance? À ce sujet, lisez le chapitre « Pensée correcte et personnalité ». Écrivez très brièvement toute expérience que vous avez eue en rapport avec les enseignements de ce chapitre. Donnez une conférence de 3 minutes sur la confiance en soi, en incluant une invitation amicale à 2 personnes ou plus. Le péché de la monotonie. Un jour, le péché de la monotonie est né de l'uniformité. Notre espagnol a changé avec les années, de sorte que beaucoup de mots signifient maintenant plus que ce qu'ils signifiaient à l'origine. C'est le cas du mot « monotone », de signifier « ayant un seul ton », il est devenu plus largement « sans variation ». L'orateur monotone non seulement parle avec le même volume et le même ton, mais utilise toujours la même emphase, la même vitesse, les mêmes pensées ou se passe complètement de pensée. La monotonie, le péché cardinal et le plus commun de l'orateur public, n'est pas une transgression, mais plutôt un péché d'omission, consistant à ne pas se lever à la confession du livre de prière. Nous avons cessé de faire ce que nous devions faire. Emerson dit que la vertu de l'art réside dans le détachement, dans la séparation d'un objet de la variété honteuse. C'est précisément ce que l'orateur monotone ne fait pas. Il ne distingue pas une pensée ou une phrase d'une autre, toutes s'expriment de la même manière. Dire que votre discours est monotone peut signifier très peu pour vous. Alors voyons la nature et la malédiction de la monotonie dans d'autres sphères de la vie, et nous apprécierons mieux comment elle ruine un discours qui est par ailleurs bon. Si le vieux phonographe n'émet que 3 sélections encore et encore, il est assez sûr de supposer que votre voisin n'a pas d'autres disques. Si un orateur utilise uniquement certaines de ses facultés, cela indique clairement que le reste de ses facultés n'est pas développé. La monotonie révèle nos limites, elle a un effet mortel sur la victime, lui ôtant rapidement l'éclat des joues et des yeux, et conduit souvent à la bassesse. Le pire châtiment que l'ingéniosité humaine ait pu inventer est la monotonie extrême, l'isolement solitaire, poser une bille sur la table et ne rien faire pendant 18 heures par jour, si ce n'est déplacer cette bille d'un endroit à un autre et y revenir, cela vous rendra fou si vous continuez ainsi suffisamment longtemps. Ainsi, cette chose qui raccourcit la vie et est utilisée comme le plus cruel des châtiments dans nos prisons est ce qui détruira toute la vie et la force d'un discours. Évitez-la comme vous éviteriez une mort ennuyante. Les riches oisifs peuvent posséder une demi-douzaine de maisons, disposer de toute la variété d'aliments provenant des 4 coins du monde, et naviguer vers l'Afrique ou l'Alaska à leur gré. Mais l'homme touché par la pauvreté doit marcher ou prendre un tramway, il ne peut choisir entre un yacht, une voiture ou un train spécial. Il doit passer la majeure partie de sa vie à travailler et se contenter des produits de base du marché alimentaire. La monotonie et la pauvreté, que ce soit dans le discours ou dans la vie. Efforcez-vous d'augmenter la variété de votre discours tout comme l'homme d'affaires s'efforce d'accroître sa richesse. Les chants des oiseaux, les vallées des forêts et les montagnes ne sont pas monotones, tandis que les longues rangées de façades en pierre brune et les kilomètres de rues pavées sont terriblement identiques. La nature, dans sa richesse, nous offre une variété infinie. L'homme, avec ses limitations, tend souvent à être monotone. Revenez à la nature dans vos méthodes de parole. Le pouvoir de la variété réside dans sa capacité à procurer du plaisir. Les grandes variétés du monde se sont souvent exprimées à travers des histoires fascinantes comme Les Misérables. Par exemple, si vous souhaitez enseigner ou influencer les gens, vous devez les ravir au début ou à la fin. Jouez la même note sur le piano encore et encore. Cela vous donnera une idée de l'effet désagréable et discordant que la monotonie peut avoir sur l'oreille. Le dictionnaire définit le monotone comme synonyme de « lassant », ce qui est peu dire. C'est un peu plus que cela, c'est de la folie. Le prince des grands magasins ne déplaît pas au public en jouant une seule mélodie avec des instruments de Myers. Au lieu de cela, il donne des récitals sur un orgue à 125 000 $ et les gens, ravis, se mettent naturellement à acheter. Comment vaincre la monotonie? Nous évitons la monotonie dans nos vêtements en renouvelant nos garde-robes. Nous évitons la monotonie dans notre discours en multipliant nos facultés d'expression. Nous augmentons notre capacité à parler en diversifiant nos outils.
Le menuisier a des outils spéciaux pour construire les différentes parties d'un bâtiment. L'organiste a certaines touches et registres qu'il manipule pour produire ses harmonies et effets. De la même manière, l'orateur dispose de certains instruments et outils avec lesquels il construit son argument, joue avec les sentiments et guide les croyances de son audience. L'objectif des chapitres suivants est de donner une idée de ces instruments et une aide pratique pour apprendre à les utiliser. Pourquoi les fils d'Israël ne traversaient-ils pas le désert en limousine? Et pourquoi Noé n'avait-il pas de spectacle cinématographique et de machines parlantes sur l'arche? Les lois qui nous permettent de conduire une voiture, de produire des images en mouvement ou de la musique avec un phonographe n'auraient-elles pas également fonctionné à l'époque comme aujourd'hui? C'est l'ignorance des lois qui a privé l'humanité de nos commodités modernes pendant des siècles. De nombreux orateurs continuent d'utiliser des méthodes de charrette à béhuve dans leurs discours, au lieu d'employer des méthodes modernes. Ils ignorent les lois qui favorisent l'efficacité du discours. Ce n'est que dans la mesure où vous considérez et utilisez les lois que nous allons examiner, et que vous apprenez à les appliquer, que vous aurez de l'efficacité et de la force dans votre discours. Et ce n'est que dans la mesure où vous les ignorez que votre discours sera faible et inefficace. Nous ne pouvons trop insister sur la nécessité de maîtriser réellement ces principes. Ce ne sont que les fondements du succès en oratoire. Obtenez vos principes, disait Napoléon, et le reste est une question de détail. Il est inutile de ferrer un cheval mort, et tous les principes solides de la chrétienté ne feront jamais d'un discours mort un discours vivant. Par conséquent, comprenez que parler en public n'est pas une question de maîtrise de quelques règles mortes. La loi la plus importante du discours public est la nécessité de la vérité, de la force, du sentiment et de la vie. Oubliez tout le reste, mais pas cela. Une fois que vous aurez maîtrisé la mécanique de la parole décrite dans les chapitres suivants, vous n'aurez plus de problème de monotonie. La connaissance complète de ces principes et la capacité de les appliquer vous offriront une grande variété dans vos pouvoirs d'expression, mais ils ne peuvent être maîtrisés et appliqués en réfléchissant ou en lisant simplement à leur sujet. Vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si personne ne vous écoute, écoutez-vous vous-même, vous devez toujours être votre propre meilleur critique et le plus sévère. Tous les principes techniques que nous exposons dans les chapitres suivants ne sont pas des créations arbitraires de notre part. Ils reposent tous sur les pratiques que les bons orateurs et acteurs adoptent naturellement et inconsciemment, ou sous instruction, pour obtenir leurs effets. Il est inutile d'avertir l'étudiant qu'il doit être naturel. Être naturel peut être monotone. La petite fraise en Arctique, avec ses quelques graines minuscules et son goût acide, est une production naturelle, mais elle ne se compare pas à la variété améliorée que nous dégustons ici. Le chêne nain des régions rocheuses est naturel, mais il est plutôt pauvre comparé aux magnifiques arbres que l'on trouve dans les terres riches et humides du fond. Il faut être naturel tout en améliorant les dons naturels jusqu'à ce qu'ils se rapprochent de l'idéal. Nous devons nous efforcer d'atteindre une nature idéalisée dans le fruit, dans l'arbre et dans la parole. Questions et exercices. Quelles sont les causes de la monotonie? Pouvez-vous trouver des exemples dans la nature? Quels sont 7 exemples de la vie quotidienne de l'homme? Décrivez quelques effets de la monotonie dans ces cas. Lisez à haute voix un discours sans prêter une attention particulière à son sens ou à sa force. Répétez-le après avoir bien assimilé le sujet et l'esprit. Quelle différence notez-vous dans votre interprétation? Pourquoi la monotonie est-elle l'un des défauts les plus graves et les plus courants des orateurs? Efficacité par l'accentuation et la hiérarchie dans un mot. Le principe de l'accentuation est mieux suivi non en mémorisant des règles particulières, mais en étant imprégné d'un sentiment particulier. En tant que Baldwin l'a dit, écrire et parler se dispersent trop si on ne les contrôle pas correctement. Le même principe s'applique au discours. L'orateur qui disperse sa force et son accent au hasard dans une phrase ne produira pas de bons résultats. Toutes les paroles n'ont pas une importance particulière, donc seules certaines nécessitent un accent. Si vous dites « destinée » et « hasard », vous ne devez pas accentuer chaque syllabe de la même manière, vous devez accentuer la syllabe importante et accélérer celles qui sont moins importantes. Pourquoi ce principe n'est-il pas appliqué en prononçant une phrase? Jusqu'à un certain point, il l'est dans le langage ordinaire, mais il est particulièrement important dans le discours public, où la monotonie causée par le manque d'accentuation est douloureusement évidente. En ce qui concerne l'accentuation,
vous pouvez considérer le mot « destiné » comme un mot important avec l'accent mis sur la syllabe significative. Tenez compte du fait que le destin n'est pas une question de hasard, mais de choix. Vous pouvez également choisir d'accentuer chaque syllabe de manière égale pour mettre le même accent sur chaque mot des phrases précédentes. Dites-le à haute voix et observez. Bien sûr, vous voudrez accentuer « destin », car c'est l'idée principale de votre déclaration, et vous mettrez un certain accent sur « hasard », car sinon vos auditeurs pourraient penser que vous affirmez que le destin est une question de hasard. Vous devez accentuer « hasard », car c'est l'une des deux grandes idées de la déclaration. Une autre raison pour laquelle « hasard » reçoit de l'accent est qu'il contraste avec « choix ». Dans la phrase suivante, l'auteur a évidemment contrasté ses idées pour qu'elles soient plus accentuées, et nous voyons ici que le contraste est l'un des premiers moyens pour obtenir de l'accentuation. En tant qu'orateur public, vous pouvez aider ce contraste avec votre voix. Si vous dites « mon cheval est noir », quelle couleur vous vient immédiatement à l'esprit? Le blanc, naturellement, car il est le contraire du noir. Si vous souhaitez faire ressortir l'idée que le destin est une question de choix, vous pouvez le faire plus efficacement en disant d'abord que le destin n'est pas une question de hasard. N'est-ce pas plus percutant de dire « mon cheval n'est pas noir, il est blanc » que de simplement affirmer que votre cheval est blanc? Dans la deuxième phrase de la déclaration, il n'y a qu'un seul mot important, c'est le seul mot qui définit la qualité du sujet traité, et l'auteur de ces lignes souhaitait le souligner de manière emphatique, comme il l'a démontré en le contrastant avec une autre idée. Ces lignes se liront alors ainsi: le destin n'est pas une question de hasard, c'est une question de choix. Écoutez cela à nouveau, je vais accentuer les mots en majuscules avec plus de force. Dans presque toutes les phrases, il y a quelques mots-clés qui représentent les grandes et importantes idées. Lorsque vous prenez le journal du soir, vous pouvez d'un coup d'œil identifier les articles de nouvelles importantes grâce à l'éditeur. Il ne rapportera pas un vol à Hong Kong avec la même taille de police qu'il utilise pour informer de la mort de 5 pompiers dans sa ville. La taille de la police est son dispositif pour montrer l'accentuation en gras, parfois même avec des titres en rouge qui mettent en évidence les nouvelles les plus marquantes de la journée. Il serait très utile pour la rédaction des discours que les orateurs maintiennent l'attention de leur public de la même manière et accentuent uniquement les mots qui représentent les idées importantes. L'orateur moyen prononcera les phrases sur le destin avec un accent à peu près égal sur chaque mot. Au lieu de dire « c'est une question de choix », il dira « c'est une question de choix » ou « c'est une question de choix ». Toutes ces manières sont également mauvaises. Charles Dana, le célèbre éditeur du New York Sun, a dit à un de ses reporters que si celui-ci voyait un chien mordre un homme dans la rue, il ne lui prêterait pas attention. Le Zoom ne pouvait pas se permettre de perdre le temps et l'attention de ses lecteurs sur des événements insignifiants. Mais, a dit M. Dana, si vous voyez un homme mordre un chien, revenez vite au bureau et écrivez la nouvelle. Bien sûr, c'est une nouvelle, c'est quelque chose d'inhabituel. L'orateur qui dit « c'est une question de choix » met trop d'accent sur des choses qui n'ont pas plus d'importance pour les lecteurs métropolitains qu'une morsure de chien, et lorsqu'il ne met pas l'accent sur le choix, il est comme le reporter qui passe à côté du fait que l'homme mord un chien. L'orateur idéal fait ressortir ces grands mots comme les sommets des montagnes. Ces mots sans importance se noient comme les fonds des ruisseaux. Ces grandes pensées se dressent comme d'énormes chaînes. Ces idées sans valeur particulière sont simplement comme l'herbe entourant l'arbre. De tout cela, nous pouvons déduire ce principe important. L'accentuation est une question de contraste et de comparaison. Récemment, le New York American a publié un éditorial d'Arthur Brisbane. Observez ce qui suit imprimé avec le même type de police que celui donné ici. Nous ne savons pas ce que le président a pensé lorsqu'il a reçu ce message, ni ce que l'éléphant pense en voyant la souris, mais nous savons ce que le président a fait. Les mots « pensa » et « fit » attirent immédiatement l'attention du lecteur car ils sont différents des autres, non pas spécialement parce qu'ils sont plus grands. Si tous les autres mots de cette phrase étaient agrandis 10 fois et restaient « fit » et « pensa » dans leur taille actuelle, ils resteraient emphatiques car ils sont différents. Prenons le passage suivant du roman de Robert Chambers, David Business of Life. Les mots « tu » et « aurait » sont tous accentués parce qu'ils ont été rendus différents. Il la regarda avec une furieuse stupéfaction. « Bien, comment l'appelles-tu ? Ce n'est pas de la lâcheté de se faufiler et de se marier avec une fille sans défense comme ça. T'attendais-tu à ce qu'elle me donne l'occasion de me détruire et de empoisonner l'esprit de Jacqueline ?
Si j'avais été coupable de ce dont tu m'accuses, ce que j'aurais fait aurait été de la lâcheté si ce n'était pas justifié. Un autobus de la 5e avenue attirerait l'attention à Minnesota Fork à New York, tandis qu'un des attelages de BUF qui passe fréquemment là-bas attirerait l'attention à la 5e avenue. Pour rendre un mot emphatique, prononcez-le différemment des mots qui l'entourent. Si vous avez parlé à haute voix, prononcez le mot emphatique dans un chuchotement concentré et vous aurez une accentuation intense. Si vous avez parlé rapidement, allez très lentement sur le mot emphatique. Si vous avez parlé sur un ton bas, passez à un ton plus élevé pour le mot emphatique. Si vous avez parlé sur un ton élevé, passez à un ton bas pour les idées emphatiques. Lisez les chapitres sur l'inflexion, le sentiment, la pause, le changement de ton et le changement de rythme. Chacun d'eux vous expliquera en détail comment obtenir de l'accentuation en utilisant un principe particulier. Cependant, dans ce chapitre, nous ne considérons qu'une seule forme d'accentuation, celle d'appliquer de la force aux mots importants et de subordonner les mots sans importance. N'oubliez pas que c'est l'un des principaux méthodes que vous devez utiliser continuellement pour obtenir vos effets. Ne confondons pas bruit et accentuation. Crier n'est pas un signe de sérieux, d'intelligence ou de sentiment. Le type de force que nous voulons appliquer au mot emphatique n'est pas entièrement physique. Il est vrai que le mot emphatique peut être prononcé plus fort ou plus doucement, mais la véritable qualité recherchée est l'intensité. La gravité doit venir de l'intérieur. Hier soir, un orateur a dit « La malédiction de ce pays n'est pas le manque d'éducation, mais la politique ». Il a mis l'accent sur « malédiction »,« manque »,« éducation » et « politique ». Les autres mots ont été prononcés rapidement et sans importance comparée. Il a prononcé « politique » avec un grand sentiment tout en frappant ses mains avec indignation. Son accent était aussi correct que puissant, concentrant toute notre attention sur les mots significatifs plutôt que de la maintenir sur des mots comme « de »,« ce »,« un ». Que penseriez-vous d'un guide qui accepterait de montrer New York à un inconnu et passerait ensuite son temps à visiter des laveries chinoises et des salons de cireurs de chaussures dans les rues secondaires? Il n'y a qu'une seule excuse pour qu'un orateur demande l'attention de son public, il doit avoir la vérité ou le divertissement à offrir. S'il fatigue son audience avec des insignifiances, il ne leur restera ni vivacité ni désir lorsqu'il arrivera aux mots importants de Wall Street et des gratte-ciel. Vous ne vous arrêtez pas à ces petits mots dans votre conversation quotidienne parce qu'ils ne sont pas ennuyeux. Appliquez la méthode correcte du discours quotidien à la scène. Comme nous l'avons noté ailleurs, parler en public ressemble beaucoup à une conversation étendue. Parfois, pour obtenir un grand accent, il est conseillé de mettre l'accent sur chaque syllabe d'un mot comme « absolument » dans la phrase suivante « Je m'absolument refuse à céder à ta demande ». De temps en temps, ce principe doit être appliqué à une phrase emphatique en soulignant chaque mot. C'est un bon moyen de susciter une attention particulière et offre une agréable variété. Le célèbre climax de Patrick Henry pourrait être prononcé de cette manière très efficace. « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ». La partie en italique de ce qui suit pourrait également être prononcée avec cet accent sur chaque mot, bien sûr. Il y a plusieurs façons de l'exprimer. Ce n'est qu'une des nombreuses interprétations possibles. Sachant le prix que nous devons payer, le sacrifice que nous devons faire, les charges que nous devons supporter, les assauts que nous devons endurer, sachant très bien le coût, nous nous engageons dans la guerre parce que nous connaissons la justice de notre cause et savons aussi son triomphe assuré de paix et de prospérité. Albert devant la Convention nationale de Chicago du Parti progressiste. Mettre fortement l'accent sur un seul mot a tendance à faire ressortir son antithèse. Observez comment le sens change simplement en mettant l'accent sur des mots différents dans la phrase suivante. Les parenthèses ne seraient pas réellement nécessaires pour compléter les mots emphatiques. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps. Bien que tu ne le fasses pas, j'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps mais quelque chose m'en a empêché. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps au lieu de la louer comme jusqu'à présent. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps et non une voiture. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps au lieu de la prochaine fois. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps au lieu de l'automne. Lorsqu'on rapporte une grande bataille dans les journaux, on ne insiste pas sans cesse sur les mêmes faits. On essaie d'obtenir des informations nouvelles, une nouvelle approche. Les nouvelles qui occupent une place importante dans l'édition du matin sont reléguées à un petit espace dans l'édition de l'après-midi.
Nous sommes intéressés par les nouvelles idées et les nouveaux faits. Ce principe est très important pour déterminer votre accentuation. N'accentuez pas la même idée encore et encore, à moins que vous ne souhaitiez mettre un accent supplémentaire dessus. Le sénateur Thurston souhaitait mettre le plus grand accent sur la force dans son discours de la page 50. Observez comment la force est soulignée à plusieurs reprises. Notez comment la force est accentuée de manière répétée. Cependant, en règle générale, la nouvelle idée ou le nouveau point de vue, que ce soit un reportage sur une bataille ou l'exposé des idées d'un orateur, est emphatique. Dans l'extrait suivant, plus grand, est emphatique car c'est la nouvelle idée. Tous les hommes ont des yeux, mais cet homme demande des yeux plus grands. Cet homme avec le plus grand œil dit qu'il découvrira de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils. Les mots « nouvelles étoiles » et « nouveau soleil » ne sont pas aussi emphatiques que « plus grand », car nous attendons qu'un astronome découvre des corps célestes, et non des recettes de cuisine. Les mots « la République a besoin » dans la phrase suivante sont emphatiques car ils introduisent une idée nouvelle et importante. Les républiques ont toujours eu besoin d'hommes, mais l'auteur dit qu'il faut des noms nouveaux. Nouveau est emphatique car il introduit une idée nouvelle. De même, terre, grain et outil sont aussi emphatiques. Les mots les plus emphatiques apparaissent en italique dans cet extrait. Y a-t-il d'autres mots que vous mettriez en avant? Pourquoi? Le vieux astronome a dit « Donnez-moi un œil plus grand et je découvrirai de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils. » C'est ce que la République a besoin aujourd'hui. Des hommes nouveaux, des hommes qui connaissent la terre, les grains, les outils. Si Dieu levait pour le peuple 2 ou 3 hommes comme Fulton et McCormick, il serait plus précieux pour l'État que la boîte à trésors appelée Californie ou Mexique. La véritable suprématie de l'homme repose sur sa capacité d'éducation. L'homme est unique dans la durée de son enfance, ce qui signifie la période de plasticité et d'éducation. L'enfance d'une mythe, la distance entre l'éclosion du rouge-gorge et sa maturité représente quelques heures ou quelques semaines, mais entre le berceau de l'homme et sa citoyenneté, il y a 20 ans de croissance. Cette longue enfance permet de transmettre à l'enfant tout le savoir accumulé par les races et les civilisations au cours de milliers d'années. Anonyme, vous devez comprendre qu'il n'existe pas de règle d'accentuation ferme. Il n'est pas toujours possible de désigner quel mot doit être accentué et quel autre ne le doit pas. Un orateur donnera une interprétation d'un discours, un autre orateur utilisera un accent différent pour offrir une interprétation différente. Personne ne peut dire qu'une interprétation est correcte et l'autre incorrecte. Ce principe doit être pris en compte dans tous nos exercices marqués ici. Laissez-vous guider par votre propre intelligence, et dans une large mesure, pour votre bénéfice. Questions et exercices. Qu'est-ce que l'accentuation? Décrivez une méthode pour éliminer la monotonie de la pensée et de la présentation. Quel est le lien entre cela et l'utilisation de la voix? Quels mots doivent être accentués et quels doivent être subordonnés dans une phrase? Quel est l'effet du manque d'accentuation? Quand est-il permis de souligner tous les mots d'une phrase? Observez l'accentuation et la subordination dans une conversation ou un discours que vous avez entendu. Est-elle bien faite? Pourquoi? Pouvez-vous suggérer des améliorations? Découpez dans un journal ou une revue le reportage d'un discours, un éloge biographique. Marquez le passage à accentuer et apportez-le en classe. Dans le passage suivant, feriez-vous des changements dans les marques de l'auteur pour donner plus d'accentuation? Ou, pourquoi? Gardez à l'esprit que tous les mots marqués ne nécessitent pas le même degré d'accentuation. Une grande variété d'accentuation et un bon nuancier de gradation résident dans l'excellence du discours emphatique. Quel mot accentueriez-vous? Efficacité par le changement de ton. Parler n'est rien de plus qu'une forme modifiée du chant. La principale différence réside dans le fait qu'en chant, les sons vocaliques sont prolongés et les intervalles sont courts, tandis qu'en parole, les mots sont prononcés dans ce que l'on peut appeler des tons staccato. Les voyelles ne sont pas spécialement prolongées et les intervalles entre les mots sont plus définis. Le fait que le chant ait une gamme de tons plus large ne le distingue pas proprement de la parole ordinaire. En parole, nous avons également une variation de ton. Même dans une conversation ordinaire, il y a une différence de 3 à 6 demi-tons, comme je l'ai constaté dans mes recherches, et chez certaines personnes, la gamme est aussi élevée qu'une octave. William Shepgrid, Sciences populaires, partons.
Comme tout le monde le sait, on comprend la position relative d'un ton vocal haut, moyen, bas ou toute variation entre ces extrêmes dans le discours public. Cela s'applique non seulement à une seule énonciation, comme une exclamation ou un monosyllabe, mais aussi à tout groupe de syllabes, mots, et même phrases qui peuvent être prononcées sur un seul ton. Il est important de prendre en compte cette distinction, car le locuteur efficace ne change pas seulement le ton des syllabes successives, voir le chapitre 7, efficacité par l'intonation, mais donne également un ton différent aux différentes parties ou groupes de mots des phrases successives. C'est le sujet que nous abordons dans ce chapitre. Tout changement de pensée exige un changement de ton de voix, que l'orateur suive la règle de manière consciente, inconsciente ou subconsciente. C'est la base logique sur laquelle repose toute bonne variation de la voix. Cependant, cette loi est souvent ignorée par les orateurs publics. Un criminel peut ignorer une loi de l'État sans être détecté ni puni, mais l'orateur qui ne respecte pas cette norme en souffre immédiatement dans son efficacité, tandis que ses innocents auditeurs doivent endurer la monotonie. La monotonie n'est pas seulement un péché de l'auteur, comme nous l'avons démontré, mais aussi une plaie pour les victimes. Le changement de ton est un problème pour presque tous les débutants et aussi pour de nombreux orateurs expérimentés. Cela est particulièrement vrai lorsqu'ils ont mémorisé les mots du discours. Si vous voulez entendre à quel point la monotonie du ton est ennuyeuse, jouez la même note au piano encore et encore. Votre voix a une gamme de tons allant des plus élevés aux plus bas, avec une grande variété de nuances entre les extrêmes. Avec toutes ces notes disponibles, il n'y a aucune excuse pour offenser les oreilles et le goût de votre public en utilisant continuellement la même note. Il est vrai que la répétition du même ton en musique, comme le pédale dans une composition pour orgue, peut devenir la base de la beauté, car l'harmonie tissée autour de ce ton fondamental produit une qualité cohérente et insistante qui ne se ressent pas dans la pure variété des séquences d'accords. De même, la voix modulée dans un rituel peut, bien que rarement, posséder une beauté solennelle, mais l'orateur public devrait éviter la monotonie comme s'il s'agissait d'une peste. Le changement continu de ton est la meilleure méthode de la nature. Dans notre quête des principes d'efficacité, nous devons revenir continuellement à la nature. Écoutez, vraiment écoutez le chant des oiseaux. Laquelle de ces tribus plumées est la plus agréable dans ses efforts vocaux? Celle dont les voix, bien que douces, ont peu ou pas de portée, ou celle qui, comme le canari, la alouette et le rossignol, possèdent non seulement une portée considérable, mais émettent leurs notes dans une variété continue de combinaisons? Même un gazouillis de ton doux, lorsqu'il est répété sans changement, peut devenir, pour l'auditeur, une véritable torture. Les jeunes enfants parlent rarement d'une manière monotone. Observez les conversations des petits que vous entendez dans la rue ou à la maison et notez leur changement de ton continu. Le discours inconscient de la plupart des adultes est également rempli de variations agréables. Imaginez quelqu'un disant ce qui suit et considérez si l'effet ne serait pas plus marqué. Rappelez-vous que nous ne parlons pas de l'intonation des mots individuels, mais du ton général avec lequel les phrases sont prononcées. Ton haut, j'aimerais partir en vacances demain. Plus bas, cependant, j'ai beaucoup à faire. Plus haut, bien que je suppose que oui, j'espère avoir le temps, je ne partirai jamais. Répétez cela d'abord dans les tons indiqués, puis tous dans le même ton, comme le feraient de nombreux orateurs. Observez la différence dans la naturalité de l'effet. L'exercice suivant doit être prononcé dans un ton de conversation avec de nombreux changements. Pratiquez jusqu'à ce que votre discours fasse penser à une personne dans la pièce voisine que vous parlez d'un incident réel avec un ami, plutôt que de réciter un monologue mémorisé. Si vous avez des doutes sur l'effet que vous avez obtenu, répétez-le à un ami et demandez-lui si cela ressemble à des mots mémorisés. Si c'est le cas, c'est une erreur. Un cas similaire. Jacques, j'ai entendu dire que tu as été et tu l'as fait. Jacques, oui, je sais, la plupart des hommes le font. Moi-même, j'ai essayé une fois, monsieur, bien que vous voyez que je suis encore célibataire. Jacques, et tu l'as rencontré, tu me l'as raconté à Newport en juillet dernier et tu as décidé de lui poser la question lors d'une soirée. Jacques, c'est ce que j'ai fait. Je suppose qu'ils ont quitté la piste de danse avec sa musique et ses lumières, car on dit que la flamme de l'amour est plus brillante dans l'obscurité de la nuit. Jacques, eh bien, ils ont marché ensemble sous le ciel étoilé, et avoue vieux, tu étais nerveux.
Jacques, moi aussi, j'étais nerveux, alors tu as marché sur la terrasse, tu as vu comment la lumière de la lune d'été se répandait sur les eaux alors qu'elle ondulait sur le rivage jusqu'à ce qu'enfin, tu prennes ton courage à 2 mains et, voyant qu'il n'y avait personne à proximité, tu t'es approché d'elle et lui as dit que tu l'aimais. Jacques, c'est ce que j'ai fait. Jacques, eh bien, pas besoin de te poser plus de questions, je suis sûr que je te souhaite beaucoup de bonheur. Pense que je viendrai te voir quand tu seras marié. Eh bien, quand la lune de miel sera terminée et que tu t'établiras, nous essaierons de savoir si tu as rejeté. Jacques, je l'ai aussi fait. L'anonyme. La nécessité de changer de ton est si évidente qu'elle devrait être comprise et appliquée immédiatement. Cependant, un exercice patient est requis pour se libérer de la monotonie du ton. Dans une conversation naturelle, on pense d'abord à une idée, puis on trouve le mot pour l'exprimer. Dans les discours mémorisés, il est probable que les mots soient prononcés avant que leur signification ne soit réfléchie, et de nombreux orateurs semblent se soucier très peu même de cela. Il n'est donc pas surprenant que l'inversion du processus inverse le résultat. Revenez à la nature dans vos méthodes d'expression. Lisez la sélection suivante de manière décontractée, sans vous arrêter pour penser au véritable sens des mots. Essayez à nouveau, en étudiant attentivement la pensée que vous avez assimilée, créez l'idée, désirez l'exprimer avec efficacité, et imaginez un public devant vous. Regardez-le sérieusement dans les yeux et répétez cette vérité. Si vous suivez les instructions, vous remarquerez que vous avez fait de nombreux changements de ton. Après plusieurs lectures. Ce n'est pas le travail qui tue les hommes, c'est l'inquiétude. Le travail est sain. On ne peut guère imposer à un homme plus que ce qu'il peut supporter. L'inquiétude est de la rouille sur la lame. Ce n'est pas la révolution qui détruit la machinerie, mais la friction. Henry Ward. Le changement de ton produit de l'accentuation. Cette affirmation est très importante. La variété du ton maintient l'intérêt de l'auditeur, mais l'une des manières les plus sûres d'attirer l'attention et de créer un accent inhabituel est de changer le ton de la voix de manière soudaine et marquée. Un grand contraste attire toujours l'attention. Le blanc apparaît plus blanc contre le noir, un canon gronde plus fort dans le silence du Sahara que dans l'agitation de Chicago. Ce sont de simples exemples du pouvoir du contraste. Que va devenir le Congrès après? Ton haut. Je ne sais pas. Ton bas. Avec ce changement soudain de ton pendant un sermon, le docteur Newell a récemment obtenu un grand accent et a suggéré la gravité de la question qu'il avait posée. L'ordre précédent du changement de ton pourrait être inversé avec le même effet, bien que légèrement différent en termes de gravité. L'un ou l'autre des deux méthodes produit un accent lorsqu'il est utilisé de manière intelligente, c'est-à-dire avec une appréciation du sens commun du type d'accent que l'on souhaite obtenir. Lors de l'essai de ces contrastes de ton, il est important d'éviter les extrêmes désagréables. La plupart des orateurs ont un ton de voix trop élevé. L'un des secrets de l'éloquence de M. Bryan est sa voix basse et bien modulée. Shakespeare a dit qu'une voix douce, gentille et basse était une excellente chose chez une femme, ce n'est pas moins le cas chez un homme, car une voix n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante, et elle ne doit pas l'être pour être agréable. Pour conclure, insistons à nouveau sur l'importance d'utiliser une variété de tons. Chantez en montant et descendant l'échelle, en jouant d'abord une note, puis une autre au-dessus ou en dessous de celle-ci. Faites de même en parlant. La pensée et le goût individuel doivent généralement guider ou utiliser un ton bas, un ton modéré ou un ton élevé. Questions et exercices. Nommez 2 méthodes pour éliminer la monotonie et gagner en force en parlant. Pourquoi est-il nécessaire de changer continuellement de ton en parlant? Observez vos tons habituels en parlant. Sont-ils trop élevés pour être agréables? Exprimez les pensées et émotions suivantes en utilisant un ton bas ou élevé. Victoire, défaite, tristesse, amour, affection, peur. Comment le ton varie-t-il naturellement en introduisant une expression explicative ou parenthétique comme « commencer », c'est-à-dire « a fait les préparatifs pour commencer le 3 septembre ». Lisez les lignes suivantes avec les variations de ton les plus marquées que vous dicte votre interprétation du sens. Essayez chaque ligne de 2 manières différentes. Laquelle est la plus efficace dans chaque cas et pourquoi? A. Je n'ai rien à gagner de toi. B. Engager notre nation dans un tel pacte serait une infamie. C. Autrefois,
les fleurs affaiblissaient leur parfum ici, mais maintenant, voyez les ravages de la guerre. D. Il avait omis un facteur primordial, sa conscience. Notez dans la phrase précédente où il serait préférable de faire le changement de ton. Faites un schéma d'une conversation que vous avez entendue, montrant où des tons élevés et bas ont été utilisés. Ces changements de ton étaient-ils appropriés? Pourquoi ou pourquoi pas? Efficacité par le changement de rythme. Écoutez comment il clarifie les points de la fois avec un bruit et un coup, maintenant calmement, maintenant sauvagement dans la colère, il marche et saute. Les latins nous ont légué un mot qui n'a pas d'équivalent précis dans notre langue, c'est tempo, qui signifie rythme de mouvement mesuré par le temps consommé pour l'exécution de ce mouvement. Jusqu'à aujourd'hui, son utilisation a été largement limitée aux arts vocaux et musicaux, mais il ne serait pas surprenant d'entendre que le tempo s'applique à des questions plus concrètes, car il illustre parfaitement le véritable sens du mot. Dire qu'un attelage de bétail se déplace à un tempo lent et un train express à un tempo rapide. Nos canons tirent 600 fois par minute, tirant à un tempo rapide. L'ancien fusil à chargement par la bouche, qui nécessitait 3 minutes pour être chargé, tirait à un tempo lent. Tout musicien comprend ce principe, il faut plus de temps pour chanter une demi-note que pour une octave. Maintenant, le tempo est un élément très important dans le bon travail sur la scène, car lorsque l'orateur prononce tout un discours presque à la même vitesse, il se prive de l'un de ses principaux moyens d'accentuation et de puissance. Le lanceur de baseball, le lanceur de cricket ou le serveur de tennis connaît la valeur du changement de rythme, du changement de temps dans la livraison de sa balle, et ainsi l'orateur public doit observer son pouvoir. Le changement de rythme confère de la naturalité à la livraison, la naturalité, ou du moins l'apparence de naturalité, comme expliqué dans le chapitre sur la monotonie, est très souhaitable et un changement continu de rythme contribuera grandement à l'établir. Monsieur Howard Lindsay, directeur de scène de Miss Marklin, a récemment dit au présent écrivain que le changement de rythme était l'un des outils les plus efficaces de l'acteur. Bien qu'il faille admettre que les manières affectées de nombreux acteurs montrent des miroirs troublés, l'orateur public ferait bien d'étudier l'utilisation du tempo par l'acteur. Cependant, il existe une source plus fondamentale et efficace pour étudier la naturalité, un trait difficile à récupérer une fois perdu. Cette source est la conversation courante dans tout cercle bien éduqué. Voici la norme que nous nous efforçons d'atteindre, tant sur scène que sur la plateforme, avec certaines différences. Bien entendu, ces différences apparaîtront à mesure que nous avancerons. Si l'orateur et l'acteur devaient reproduire fidèlement chaque variation de l'expression, chaque murmure, grognement, pause, silence et explosion de la conversation, tels que nous les rencontrons typiquement dans la vie quotidienne, une grande partie de l'intérêt abandonnerait l'expression publique. La naturalité dans le discours public est quelque chose de plus que la reproduction fidèle de la nature. C'est la reproduction de ces parties typiques de l'œuvre de la nature qui sont réellement représentatives du tout. L'écrivain de récits réalistes comprend cela en écrivant les dialogues, et nous devons en tenir compte lorsque nous cherchons la naturalité par le changement de tempo. Supposez que vous prononciez la première des phrases suivantes à un rythme lent et la seconde avec rapidité, en observant combien l'effet est naturel. Ensuite, prononcez les deux phrases à la même rapidité et observez la différence. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait avec mon couteau. Oh, maintenant je me souviens que je l'ai donné à Marie. Nous pouvons observer dans ce fragment que le changement de tempo se produit souvent dans la même phrase, car le tempo s'applique non seulement aux mots isolés, aux groupes de mots et aux groupes de phrases, mais aussi aux parties principales d'un discours public. Le changement de rythme évite la monotonie. Le canari dans la cage devant la fenêtre augmente la beauté et la grâce de son chant avec un changement de rythme continu. Si le roi Salomon avait été un orateur, il aurait sans doute tiré la sagesse du chant des oiseaux sauvages tout autant que de celle des moutons. Imaginez une chanson écrite uniquement avec des notes noires, imaginez une voiture avec une seule vitesse. Le changement de rythme produit de l'accentuation. Tout changement de rythme est emphatique et attire l'attention. Nous pouvons à peine être conscients qu'un train de passagers est en mouvement lorsqu'il file sur les rails à 90 miles par heure, mais si sa vitesse diminue de manière très soudaine à une marche de 10 miles, notre attention sera attirée de manière décisive. Vous pouvez oublier que vous écoutez de la musique pendant que vous dînez,
Mais si l'orchestre augmente ou diminue son rythme de manière très marquée, votre attention sera immédiatement captée. Ce même principe permet de donner de l'accentuation à un discours. Si vous avez un point que vous souhaitez faire comprendre fermement à votre audience, faites un grand et soudain changement de rythme, et ils ne pourront pas éviter de prêter attention à ce point. Récemment, l'auteur de ces lignes a vu une pièce de théâtre dans laquelle ces répliques étaient dites « Je ne veux pas que tu oublies ce que j'ai dit, je veux que tu t'en souviennes, le jour le plus long. Je me fiche de savoir si tu as 6 revolvers. » La partie jusqu'à « le jour le plus long » a été prononcée à un tempo très lent, le reste à la vitesse de l'éclair. Tandis que le personnage à qui l'on parlait sortait un revolver, l'effet a été tellement emphatique que les répliques sont encore mémorables 6 mois après, alors que la majorité de la pièce s'est estompée de la mémoire. L'étudiant qui a un sens de l'observation verra ce principe appliqué par tous nos meilleurs acteurs dans leurs efforts pour mettre l'accent là où il le faut. Mais rappelez-vous que l'émotion du sujet doit justifier l'intensité de la manière, sinon l'effet sera ridicule. Trop de conférenciers publics impressionnent pour rien. La pensée plus que les règles doit vous guider lorsque vous pratiquez le changement de rythme. Il importe souvent peu quelle partie d'une phrase est prononcée lentement et laquelle a un rythme rapide. L'essentiel est le changement en lui-même. Par exemple, dans la sélection de Damoff à la page 46, observez le dernier paragraphe. Inversez les instructions données en prononçant tout ce qui est marqué pour un tempo lent rapidement et tout ce qui est marqué pour un tempo rapide lentement. Vous constaterez que la force ou le sens du passage n'a pas été détruit. Cependant, de nombreux passages ne peuvent pas être changés à un tempo lent sans détruire leur force. Voici la norme que nous nous efforçons d'atteindre, tant sur scène que sur la plateforme, avec certaines différences. Bien entendu, ces différences apparaîtront à mesure que nous avancerons. Si l'orateur et l'acteur devaient reproduire fidèlement chaque variation de l'expression, chaque murmure, grognement, pause, silence et explosion de la conversation, tels que nous les rencontrons typiquement dans la vie quotidienne, une grande partie de l'intérêt abandonnerait l'expression publique. La naturalité dans le discours public est quelque chose de plus que la reproduction fidèle de la nature. C'est la reproduction de ces parties typiques de l'œuvre de la nature qui sont réellement représentatives du tout. L'écrivain de récits réalistes comprend cela en écrivant les dialogues, et nous devons en tenir compte lorsque nous cherchons la naturalité par le changement de tempo. Supposez que vous prononciez la première des phrases suivantes à un rythme lent et la seconde avec rapidité, en observant combien l'effet est naturel. Ensuite, prononcez les 2 phrases à la même rapidité et observez la différence. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait avec mon couteau. Oh, maintenant je me souviens que je l'ai donné à Marie. Nous pouvons observer dans ce fragment que le changement de tempo se produit souvent dans la même phrase, car le tempo s'applique non seulement aux mots isolés, aux groupes de mots et aux groupes de phrases, mais aussi aux parties principales d'un discours public. Le changement de rythme évite la monotonie. Le canari dans la cage devant la fenêtre augmente la beauté et la grâce de son chant avec un changement de rythme continu. Si le roi Salomon avait été un orateur, il aurait sans doute tiré la sagesse du chant des oiseaux sauvages tout autant que de celle des moutons. Imaginez une chanson écrite uniquement avec des notes noires, imaginez une voiture avec une seule vitesse. Le changement de rythme produit de l'accentuation. Tout changement de rythme est emphatique et attire l'attention. Nous pouvons à peine être conscients qu'un train de passagers est en mouvement lorsqu'il file sur les rails à 90 miles par heure, mais si sa vitesse diminue de manière très soudaine à une marche de 10 miles, notre attention sera attirée de manière décisive. Vous pouvez oublier que vous écoutez de la musique pendant que vous dînez, mais si l'orchestre augmente ou diminue son rythme de manière très marquée, votre attention sera immédiatement captée. Ce même principe permet de donner de l'accentuation à un discours. Si vous avez un point que vous souhaitez faire comprendre fermement à votre audience, faites un grand et soudain changement de rythme, et ils ne pourront pas éviter de prêter attention à ce point. Récemment, l'auteur de ces lignes a vu une pièce de théâtre dans laquelle ces répliques étaient dites « Je ne veux pas que tu oublies ce que j'ai dit, je veux que tu t'en souviennes, le jour le plus long. Je me fiche de savoir si tu as 6 revolvers. » La partie jusqu'à « le jour le plus long » a été prononcée à un tempo très lent, le reste à la vitesse de l'éclair. Tandis que le personnage à qui l'on parlait sortait un revolver, l'effet a été tellement emphatique que les répliques sont encore mémorables 6 mois après,
alors que la majorité de la pièce s'est estompée de la mémoire. L'étudiant qui a un sens de l'observation verra ce principe appliqué par tous nos meilleurs acteurs dans leurs efforts pour mettre l'accent là où il le faut. Mais rappelez-vous que l'émotion du sujet doit justifier l'intensité de la manière, sinon l'effet sera ridicule. Trop de conférenciers publics impressionnent pour rien. La pensée plus que les règles doit vous guider lorsque vous pratiquez le changement de rythme. Il importe souvent peu quelle partie d'une phrase est prononcée lentement et laquelle a un rythme rapide. L'essentiel est le changement en lui-même. Par exemple, dans la sélection de Damhoff à la page 46, observez le dernier paragraphe. Inversez les instructions données en prononçant tout ce qui est marqué pour un tempo lent rapidement et tout ce qui est marqué pour un tempo rapide lentement. Vous constaterez que la force ou le sens du passage n'a pas été détruit. Cependant, de nombreux passages ne peuvent pas être changés à un tempo lent sans détruire leur force. Heureusement, ce n'est pas une tâche difficile dans ce cas, car les arbres se dressent denses autour de nous. Un homme défend la cause d'un autre. Cet homme, mes amis, a fait ce merveilleux sacrifice pour vous et pour moi. N'est-ce pas la pause qui a étonnamment accru la puissance de cette déclaration ? Voyez comment il a rassemblé la force de la réserve et l'impressionnabilité pour prononcer les mots « pour vous et pour moi ». Répétez ce passage sans faire de pause, et observez comment il perd en efficacité naturellement. Pendant une pause préméditée de ce type, l'esprit de l'orateur se concentre sur la pensée qu'il va exprimer. Il n'osera pas laisser ses pensées divaguer un seul instant. Au contraire, il concentrera sa pensée et son émotion sur le sacrifice dont le service, la douceur et la divinité sont imposés par son appel. La concentration est donc le mot-clé ici. Aucune pause ne peut parfaitement atteindre l'objectif. La pause efficace atteint un ou tous les 4 résultats suivants. La pause permet à l'esprit de l'orateur de rassembler ses forces avant de lancer la dernière salve. Il est souvent dangereux de se précipiter au combat sans faire de pause dans la préparation ou attendre les recrues. Considérez le massacre de Custée comme un exemple. Vous pouvez allumer une allumette en la mettant sous une lentille et en concentrant les rayons du soleil. Ne vous attendez pas à ce que l'allumette brûle si vous secouez rapidement la lentille d'un côté à l'autre. Faites une pause et la lentille accumulera la chaleur. Vos pensées ne déclencheront pas l'ardeur des esprits de vos auditeurs à moins qu'il n'y ait une pause pour accumuler la force produite par 1 ou 2 secondes de concentration. Les érables et les puits de gaz n'explosent que rarement en continu. Lorsqu'un flux plus fort est désiré, on fait une pause. La nature a besoin de temps pour rassembler ses forces, et lorsque l'arbre ou le puits est rouvert, le résultat est un flux plus fort. Utilisez le même bon sens avec votre esprit. Si vous voulez qu'une pensée soit particulièrement efficace, faites une pause juste avant de la prononcer, concentrez vos énergies mentales, puis exprimez-la avec un renouvelé dynamisme. Carlis l'avait raison, ne parlez pas passionnément avant que votre pensée ne soit mûrie dans le silence, du silence naît votre force. Le discours est argenté, le silence est doré, le discours est humain, le silence est divin. Le silence a été appelé le père de la parole, et c'est ainsi qu'il devrait être. Trop de nos discours publics n'ont pas de père. Ils vont de ci de là sans pause ni repos, comme le ruisseau de tennis. Ils sont interminables. Écoutez les petits enfants, le policier du coin, la conversation familiale autour de la table, et voyez combien de pauses ils utilisent naturellement, car ils sont inconscients des effets. Lorsque nous nous présentons devant le public, nous jetons la plupart de nos méthodes naturelles d'expression par la fenêtre et nous nous efforçons d'obtenir des effets artificiels. Revenez aux méthodes de la nature et faites une pause. La pause prépare l'esprit de l'auditeur à recevoir votre message. Herbert Spencer a dit que tout l'univers est en mouvement. C'est vrai, et tout mouvement parfait est rythme. Une partie du rythme est le repos. Le repos suit l'activité dans toute la nature, jour et nuit, printemps, été, automne, hiver, un temps de repos entre les respirations, un instant de repos complet entre les battements du cœur. Faites une pause et offrez un repos à la capacité d'attention de votre public. Ce que vous direz après ce silence aura beaucoup plus d'effet. Lorsque vos cousins de la campagne viennent en ville, le bruit d'une voiture qui passe les réveille. Bien que cela affecte rarement un habitant expérimenté de la ville, le passage continu des voitures a amorti son pouvoir d'attention. Pour quelqu'un qui visite la ville, mais très rarement, la valeur de l'attention est insistante.
Le bruit arrive après une longue pause, c'est de là qu'il tire son pouvoir. Pour vous, habitants de la ville, il n'y a pas de pause, d'où la faible valeur de l'attention. Après avoir voyagé en train pendant plusieurs heures, vous vous habituerez tellement à son bruit que vous perdrez sa valeur d'attention, à moins que le train ne s'arrête un moment et ne redémarre. Si vous essayez d'écouter le tic-tac d'une montre qui est si loin que vous pouvez à peine l'entendre, vous découvrirez que parfois vous ne pouvez pas le distinguer, mais en quelques instants, le son redeviendra clair. Votre esprit s'arrêtera pour se reposer, que vous le souhaitiez ou non. L'attention de votre public agira de la même manière. Reconnaissez cette loi et préparez-vous à elle. Faites une pause, la pensée qui suit une pause est beaucoup plus dynamique que si aucune pause n'avait été faite. Ce que vous entendez la nuit n'aura pas le même effet sur votre esprit que si cela avait été dit le matin, lorsque votre attention a été récemment rafraîchie par la pause du sommeil. On nous dit à la première page de la Bible que même l'énergie créatrice de Dieu a reposé le 7e jour, vous pouvez donc être sûr que la fragile attention de votre public exigera également un repos. Observez la nature, étudiez ses lois et obéissez-leur dans votre discours. La pause crée un suspense efficace. Le suspense est responsable d'une grande partie de notre intérêt dans la vie. Il en sera de même pour votre discours. Une pièce de théâtre ou un roman perdent souvent une grande partie de leur intérêt si l'intrigue est connue à l'avance. Nous aimons deviner le dénouement. La capacité de créer du suspense fait partie du pouvoir de la femme pour retenir l'autre sexe. L'acrobate de cirque utilise ce principe lorsqu'il échoue délibérément à plusieurs reprises avant de réussir, même la façon délibérée dont il organise les préliminaires augmente notre attente. Nous aimons qu'on nous fasse attendre. Dans le dernier acte de la pièce Polly of a Circus, il y a une scène où un petit chien fait une roulade arrière sur le dos d'un poney qui court. Une nuit, lorsqu'il hésita et qu'on dut le cajoler et travailler avec lui pendant longtemps avant qu'il réalise son exploit, il reçut beaucoup plus d'applaudissements que lorsqu'il fit son tour immédiatement. Non seulement nous aimons attendre, mais nous apprécions ce que nous attendons. Si les poissons mordent trop vite, le sport cesse de l'être. C'est ce même principe de suspense qui vous retient dans une histoire de Sherlock Holmes, vous attendez de savoir comment le mystère sera résolu, et si la résolution arrive trop tôt, vous jetez le récit. Peu importe la recette de Wilkie Collins pour l'écriture de fiction, elle s'applique bien au discours public, faites-les rire, faites-les pleurer, faites-les attendre, par-dessus tout, faites-les attendre. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être sûr qu'ils ne riront ni ne pleureront. Ainsi, la pause est un précieux instrument entre les mains d'un orateur entraîné pour éveiller et maintenir le suspense. Un jour, j'ai eu le privilège d'écouter un discours du Seigneur Brian, et il fit une pause pendant que le public se demandait, un instant, qui avait eu le privilège d'écouter le grand évangéliste. Il refit une pause, nous savions un peu plus sur l'homme qu'il avait entendu, mais nous nous demandions encore à quel évangéliste il faisait référence. Et puis il conclut, « Drive ». Le Seigneur Brian fit une autre petite pause et continua. « Je suis arrivé à le considérer ». Il fit encore une pause et garda le public en suspense pendant un court instant sur la manière dont il avait considéré le Seigneur Moody, puis il continua en le qualifiant du plus grand prédicateur de son époque. Les scripts montrent que les pauses sont les suivantes. J'ai eu le privilège d'écouter le grand évangéliste Whitehall Moody. Je suis arrivé à le considérer comme le plus grand prédicateur de son époque. L'orateur inexpérimenté aurait sauté cela sans pause ni suspense, et les phrases seraient tombées dans l'oubli du public. C'est précisément l'application de ces petits détails qui fait la différence entre un orateur réussi et un échec. Faire une pause après une idée importante donne le temps à celle-ci de pénétrer. Tout cultivateur du Missouri vous dira qu'une pluie qui tombe trop rapidement se déverse dans les ruisseaux et ne fait pas beaucoup de bien aux cultures. On raconte l'histoire d'un diacre de la campagne qui priait pour que la pluie tombe de cette manière. « Seigneur, ne nous envoie pas de torrent d'eau, donne-nous juste une bonne petite pluie. » Un discours, comme une pluie, ne fera pas beaucoup de bien à quelqu'un s'il arrive trop rapidement pour être absorbé. La femme du cultivateur suit le même principe en lavant le linge. Elle le met dans l'eau et fait une pause de plusieurs heures pour que l'eau pénètre. Le médecin met de la cocaïne dans les cornets et fait une pause pour qu'elle soit absorbée avant de l'enlever. Pourquoi utilisons-nous ce principe partout sauf dans la communication des idées ? Si vous avez donné au public une grande idée,
Faites une pause d'1 ou 2 secondes et laissez-la mûrir. Observez l'effet qu'il a après que la fumée se soit dissipée. Il est possible que vous deviez encore disperser un autre projectile de 14 pouces sur le même sujet avant de démolir la citadelle de l'erreur que vous essayez de détruire. Prenez votre temps, ne laissez pas votre discours ressembler à celui de ces touristes qui essaient de visiter New York en une journée. Ils passent 15 minutes à voir les chefs-d'œuvre du Metropolitan Museum of Art, 10 minutes au musée d'histoire naturelle, jettent un coup d'œil à l'aquarium, traversent en hâte le pont de Brooklyn, montent rapidement au zoo et retournent voir la tombe de Grant. Et ils appellent cela visiter New York. Si vous vous précipitez à travers les points importants sans faire de pause, votre public aura une idée tout aussi adéquate de ce que vous avez essayé de transmettre. Prenez votre temps, vous en avez autant que notre milliardaire le plus riche. Votre public vous attendra. Se précipiter est un signe de petitesse. Les grandes séquoias de Californie ont percé le sol 500 ans avant que Socrate ne boive sa coupe de poison, et ce n'est que maintenant qu'ils sont à leur apogée. La nature nous fait honte avec notre hâte mesquine. Le silence est l'une des choses les plus éloquentes du monde, maîtrisez-le et utilisez-le à travers la pause. Les passages suivants contiennent des indications sur les moments où les pauses peuvent être utilisées efficacement. Naturellement, certaines d'entre elles peuvent être omises et d'autres insérées sans erreur. Un orateur interprétera un passage d'une manière, un autre d'une autre. Il s'agit en grande partie d'une question de préférence personnelle. Une douzaine de grands acteurs ont bien interprété Hamlet, mais chacun a joué le rôle de manière différente. Celui qui se rapproche le plus de la perfection est une question d'opinion. Vous aurez plus de succès si vous osez suivre votre propre chemin, si vous êtes assez original pour ouvrir une voie nouvelle. Un moment de pause, un moment de goût, à être le puits au milieu des déchets. Et voici que la caravane fantôme est arrivée au néant d'où elle est partie. L'espoir mondain dans lequel les hommes mettent leur cœur devient cendre ou prospère. Et peu après, comme la neige sur le visage poussiéreux du désert, illuminant 1 ou 2 heures, il disparaît. L'oiseau du temps n'a plus qu'un peu de chemin à battre, et l'oiseau est en vol. Vous remarquerez que les signes de ponctuation n'ont rien à voir avec la pause. Vous pouvez passer très rapidement par un point et faire une longue pause où il n'y a aucun signe de ponctuation. La pensée est plus grande que la ponctuation, elle doit vous guider dans vos pauses. Un livre de vers sous la branche, une cruche de vin, une miche de pain, et vous à mes côtés chantant dans le désert. Il ne faut pas confondre la pause pour l'emphase avec les pauses naturelles qui se produisent en respirant et en phrasant. Par exemple, regardez les pauses indiquées dans cette sélection de Byron. Mais tais-toi, je t'écoute. Ce son profond éclate encore une fois, et plus près, plus clair, plus mortel qu'auparavant. Arme. Arme. C'est le rugissement initial du canon. Il n'est pas nécessaire d'insister sur ces distinctions évidentes. Vous remarquerez qu'en conversation naturelle, nos mots se groupent en grappes ou phrases, et nous faisons souvent une pause pour reprendre notre souffle entre eux. Par conséquent, en parlant en public, respirez naturellement et ne parlez pas jusqu'à ce que vous ayez besoin de halter, ni jusqu'à ce que le public soit également essoufflé. Faites attention à ne pas faire trop de pauses. Sinon, votre discours deviendra lourd et laborieux. Ne pensez pas que la pause peut transformer des pensées ordinaires en un discours grandiose et digne. Une manière grandiose combinée à des idées insignifiantes est comme embellir un enlétonien avec un âne. Souvenez-vous de la farce de la déclamation de l'ancienne école. Un meurtre à minuit se déroulant de manière grandiose jusqu'à atteindre un climax palpitant, puis se terminant par « il a impitoyablement tué un moustique ». La pause dramatique provoque toujours le rire des auditeurs indulgents. C'est très bien dans la farce, mais c'est un anticlimax et devient douloureux lorsque l'orateur passe du sublime au ridicule sans le vouloir. Pour être efficace, la pause doit précéder ou suivre une pensée vraiment importante ou au moins une idée dont le lien avec le reste du discours est significatif. William Pichangar relate dans son ouvrage Extemporaneous Speech, Discours extemporanés, un exemple de l'utilisation inconsciente de la pause par un grand homme d'État et orateur américain. Celui-ci avait visité les chutes du Niagara et devait prononcer un discours à Buffalo le même jour. Mais, malheureusement, il avait passé trop de temps à déguster du vin après la visite. Lorsqu'il se leva pour parler, son instinct oratoire lutta contre les difficultés tout en déclarant « Messieurs,
j'ai contemplé votre grande chute de 147 pieds de hauteur. Messieurs, la Grèce et Rome, à leur apogée, n'ont jamais eu une chute de 147 pieds de hauteur. Questions et exercices. Nommez 4 méthodes pour détruire la monotonie et gagner en puissance lors de la prise de parole. Quels sont les 4 effets spéciaux de la pause? Observez les pauses dans une conversation, une pièce de théâtre ou un discours. Était-elle utilisée de manière efficace? Réflexion. Comme est douce la musique des cloches du village tombant par intervalles sur l'oreille dans une douce cadence, maintenant s'éteignant, maintenant répliquant fort à nouveau et encore plus fort, clair et sonore comme le vent qui vient avec une force facile, ouvrant toutes les cellules où la mémoire dormait. William Cooper. Herbert Spencer a souligné que la cadence, en ce qui concerne la modulation des tons de la voix en parlant, est ce centenaire continu des émotions sur les propositions de l'intellect. Combien cela est vrai lorsque nous réfléchissons que les petites nuances montantes et descendantes de la voix expriment plus fidèlement ce que nous voulons dire que nos mots. L'expressivité du langage est littéralement multipliée par ce pouvoir subtil de nuancer les tons vocaux, et ce nuance de la voix est appelé inflexion. Le changement de ton au sein d'un mot est encore plus important car il est plus délicat que le changement de ton d'une phrase à l'autre. En fait, on ne peut pratiquer l'un sans l'autre. Les mots nus ne sont que des briques, l'inflexion leur donnera forme, que ce soit pour une allée, un garage ou une cathédrale. C'est le pouvoir de l'inflexion à changer le sens des mots qui a donné naissance au vieux dicton. Ce n'est pas tant ce qui est dit, mais comment c'est dit. Madame Gesson, commentatrice de Shakespeare, nous a donné un exemple pénétrant de l'effet de l'inflexion dans son interprétation du rôle de Lady Macbeth. Madame Sidon adopta successivement 3 inflexions différentes pour prononcer les mots « oueffable ». D'abord une interrogation rapide et dédaigneuse « nous avons échoué », ensuite avec une note d'admiration « Wi-Fi », un accent de surprise indigné mettant l'accent principal sur le mot « oueffable », et enfin, elle se fixa sur ce que je suis convaincu d'être la vraie lecture. « Nous avons échoué », avec une modulation de la voix en un ton profond, bas et résolu, concluant immédiatement comme si elle avait dit « Si nous avons échoué, alors pourquoi avons-nous échoué ?» Et tout est terminé. Cet élément, le plus expressif de notre discours, est le dernier à maîtriser pour obtenir la naturalité en parlant une langue étrangère. Son usage correct est l'élément principal pour une prononciation naturelle et flexible de notre langue maternelle. Sans inflexion variée, le discours devient monotone. Il n'y a que 2 types d'inflexion, l'ascendante et la descendante. Mais ces 2 peuvent être si nuancées ou combinées qu'elles sont capables de produire autant de variations de modulation que peuvent illustrer 1 ou 2 lignes droites ou courbes. Ainsi, ascension aiguë, ascension longue, niveau stable, descente aiguë, ascension et descente aiguë, ondulatoire. Ces variations peuvent être infinies et servent simplement à illustrer les larges variétés de combinaisons possibles grâce à ces 2 simples inflexions vocales. Il est impossible d'énumérer les diverses inflexions servant à exprimer les différentes nuances de pensée et de sentiment. Voici quelques suggestions accompagnées de nombreux exercices pour pratiquer. Mais la seule vraie façon de maîtriser l'inflexion est d'observer, d'expérimenter et de pratiquer. Par exemple, prenons la phrase courante « Oh, très bien ». Observez comment une inflexion montante peut exprimer une louange faible ou un doute poli ou une opinion incertaine. Ensuite, observez comment les mêmes mots prononcés avec une inflexion généralement descendante peuvent signifier certitude ou approbation enthousiaste. En général, une inflexion montante de la voix suggérera donc doute et incertitude, tandis qu'une inflexion résolument descendante suggérera que vous êtes sûr de vous. Les étudiants n'aiment pas qu'on leur dise que leurs discours ne sont pas bien prononcés avec une inflexion montante. Énoncer ces mots avec une inflexion longue et descendante appuierait le discours de manière assez convaincante. Dites adieu à une personne imaginaire à laquelle vous souhaitez revenir voir demain après un cher ami que vous ne vous attendez pas à revoir. Remarquez la différence d'inflexion lorsqu'une femme frivole dit « Je me suis bien amusé » à la fin d'un thé formel. L'inflexion est totalement différente de celle des mêmes mots prononcés entre amants ayant apprécié leur moment. Répétez cela avec les 2 personnages et observez la différence. Prononcez les 2 sélections suivantes avec grande gravité et observez comment les inflexions diffèrent des précédentes. Puis relisez ces passages de manière légère et superficielle,
notant que le changement d'attitude s'exprime à travers un changement d'inflexion. Lorsque je lis un fait sublime dans Plutarque ou un exploit désintéressé dans une ligne de poésie, je ne frémis pas sous une légende héroïque. Ce n'est plus un conte de fées, je l'ai vu égaler. Wendell Phillips. Le sens est plus profond que tout le discours, le sentiment plus profond que toute pensée. Les âmes ne peuvent jamais enseigner ce qui leur a été enseigné elles-mêmes. L'inflexion doit être parfaitement claire. Elle se réfère principalement à des nuances subtiles et délicates au sein des mots individuels et ne se réalise en aucun cas par une montée ou une descente générale de la voix en prononçant une phrase. Cependant, certaines phrases peuvent être prononcées efficacement avec ce type d'inflexion. Essayez cette phrase de plusieurs manières sans modulation jusqu'à atteindre les 2 dernières syllabes comme indiqué. Essayez maintenant cette phrase en accentuant les mots importants pour leur donner différentes nuances. Les premières formes illustrées ci-dessus montrent le changement de ton au sein d'un seul mot, tandis que les formes que vous développerez doivent montrer plusieurs inflexions de ce type tout au long de la phrase. Faites attention à ne pas trop en faire. Un excès de modulation produit un effet désagréable d'artificialité, comme celui d'une matrone mûre essayant d'être une chatonne. Il y a un pas très court entre la véritable expression et le burlesque involontaire. Examinez vos propres tons. Prenez une seule expression, comme « oh »,« non »,« oh »,« je vois » ou « en effet », et par un auto-examen patient, voyez combien de nuances de signification peuvent être exprimées par l'inflexion. Ce type de pratique de bon sens vous sera plus utile qu'un livre de règles, mais n'oubliez pas d'écouter votre propre voix. Questions et exercices. Définissez avec vos propres mots cadence, modulation, inflexion et accent. Nommez 5 façons de détruire la monotonie et de gagner en efficacité dans le discours. Quels états d'esprit expriment l'inflexion descendante? Faites une liste aussi complète que possible. Faites de même pour l'inflexion montante. Comment plier la voix pour exprimer A. Surprise, B. Honte, C. Haine, D. Formalité, E. Émotion. Relisez une phrase plusieurs fois en utilisant différentes inflexions et modifiez le sens avec chaque lecture. Observez les inflexions employées dans un discours ou une conversation. Étaient-elles les meilleures pour souligner le sens? Critiquez et illustrez. Répétez les passages suivants. Le chevalier l'a-t-il fait? Il l'a fait complètement. Et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Inventez une question indirecte et montrez comment elle s'infléchit naturellement. Une question directe nécessite toujours une inflexion montante, illustrez cela. Illustrez comment la fin complète d'une expression ou d'un discours est indiquée par l'inflexion. Faites de même pour une idée incomplète. Illustrez A. Le tremblement, B. L'hésitation, et C. Le doute par l'inflexion. Montrez comment le contraste peut être exprimé. Testez les effets des inflexions montantes et descendantes sur les mots en italique des phrases suivantes, indiquez votre préférence. Monsieur, je suis persuadé. En fait, je suis déterminé à parler. Voyez-vous, on sème un corps naturel, on ressuscite un corps spirituel. Concentration dans la livraison, l'attention est le microscope de l'œil mental, sa puissance peut être haute ou basse, son champ de vision étroit ou large. Lorsqu'une puissance élevée est utilisée, l'attention se trouve dans des limites très restreintes, mais son action est extrêmement intense et absorbante. Vous ne voyez que quelque chose, mais ces quelques éléments sont observés de fond en comble. L'énergie et l'activité mentale, qu'elles soient de perception ou de pensée, concentrées ainsi agissent comme les rayons du soleil concentrés par le verre ardent. L'objet s'illumine, se chauffe, s'enflamme. Les impressions sont si profondes qu'elles ne peuvent jamais être effacées. Ce type d'attention est la condition principale du travail mental le plus productif. Daniel Pudman, Psychology. Essayez de frotter le sommet de votre tête d'avant en arrière tout en vous tapotant la poitrine. À moins que votre capacité de coordination soit bien développée, cela vous semblera confus, sinon impossible. Le cerveau nécessite un entraînement spécial pour pouvoir faire 2 ou plusieurs choses efficacement en même temps. Il peut sembler y avoir un chevauchement entre votre coin nord et nord-ouest, mais certains psychologues soutiennent qu'aucun cerveau ne peut penser à 2 pensées distinctes absolument simultanément. Ce qui semble simultané est en réalité une rotation très rapide de la première pensée à la seconde et vice-versa. Tout comme dans l'expérience mentionnée,
l'attention peut passer d'une main à l'autre jusqu'à ce qu'un mouvement devienne partiellement ou totalement automatique. Quelle que soit la vérité psychologique de cette affirmation, il est indéniable que l'esprit perd perceptiblement le contrôle d'une idée au moment où l'attention se dirige résolument vers une deuxième ou troisième idée. Un défaut commun et préjudiciable chez les orateurs publics est de tenter de penser à la phrase suivante tout en continuant à prononcer la première, ce qui entraîne une perte de concentration. Par conséquent, ils commencent les phrases avec force et les terminent avec faiblesse. Dans un discours écrit bien préparé, le mot emphatique se trouve généralement à la fin de la phrase, mais un mot emphatique nécessite une expression emphatique. Et c'est précisément ce qui n'est pas obtenu lorsque la concentration faiblit en passant trop tôt à ce qui va être prononcé ensuite. Concentrez toutes vos énergies mentales sur la phrase actuelle. Rappelez-vous que l'esprit de votre public suit de très près le vôtre, et si vous retirez votre attention de ce que vous dites pour vous concentrer sur ce que vous allez dire, votre public retirera également la sienne. Ils peuvent ne pas le faire consciemment et délibérément, mais ils cesseront sûrement de donner de l'importance aux choses que vous-même négligez. Il est fatal pour l'acteur ou l'orateur de traverser ces ponts trop rapidement. Bien entendu, cela ne signifie pas que pendant les pauses naturelles de votre discours, vous ne devez pas faire des regards rapides vers l'avenir. Ils sont aussi importants que le regard vers l'avant en conduisant une voiture. La prudence est différente. Pendant que vous parlez une phrase, ne pensez pas à la suivante. Laissez-le surgir de sa propre source en vous-même. On ne peut lancer une attaque sans une force concentrée, c'est ce qui produit l'explosion. Dans la préparation, stockez et concentrez la pensée et le sentiment dans les pauses pendant le discours. Regardez rapidement vers l'avant et préparez-vous pour une attaque efficace. Pendant les moments réels du discours, parlez, ne devancez pas. Si vous divisez votre attention, vous divisez votre puissance. Cette question de l'effet de l'homme intérieur sur l'extérieur nécessite un mot de plus ici, particulièrement en ce qui concerne la concentration. Que lit Monseigneur? Hamlet répondit, mot, mot, mot. C'est un problème mondialement ancien. La dite mécanique des mots n'est pas une expression. Vous êtes-vous déjà rendu compte de la vacuité souvent ressentie d'un discours mémorisé? Avez-vous entendu la cadence mécanique et incohérente d'acteurs, d'avocats et de prédicateurs inefficaces? Leur problème est mental, ils ne pensent pas de manière concentrée aux pensées qui font que les mots sortent avec sincérité et conviction, mais se contentent d'énoncer les sons des mots mécaniquement. C'est une expérience douloureuse tant pour le public que pour l'orateur. Un perroquet est également éloquent. Une fois encore, Shakespeare nous instruit, cette fois dans la prière malhonnête du roi, l'oncle d'Hamlet se lamentant ainsi de manière poignante. Mes mots s'envolent, mes pensées semblent être en bas. Les mots sans pensée ne montent jamais au ciel. La vérité est que, en tant qu'orateur, vos mots doivent naître de nouveau chaque fois qu'ils sont prononcés, sinon ils souffriront dans leur prononciation. Bien qu'il ait été mémorisé et répété, comme dans les conférences du Dr Russell, les discours répétitifs ne perdent rien avec la répétition, pour la raison parfaitement évidente qu'ils surgissent d'une pensée et d'un sentiment réel, et non d'un simple besoin de dire quelque chose, ce qui signifie souvent n'importe quoi, et en fin de compte, rien. Si la pensée sous-jacente à vos mots est chaude, fraîche, spontanée, une partie de votre être, votre expression aura du souffle et de la vie. Les mots ne sont que le résultat. Ne tentez pas d'obtenir le résultat sans stimuler la cause. Vous vous demandez comment se concentre Théon? Pensez à la propre parole et à son frère physiologique concis. Pensez à comment une lentille recueille et concentre les rayons de lumière dans un cercle déterminé, en les centrant par un processus de retrait. Cela peut sembler un dicton rude, mais l'homme qui ne peut se concentrer et soit faible de volonté, soit un amas de nerfs, soit n'a jamais appris à quoi sert la force de volonté. Il faut se concentrer en retirant subtilement son attention de tout le reste. Si vous concentrez votre pensée sur une douleur qui vous afflige, cette douleur deviendra plus intense. Comptez vos bénédictions et elles se multiplieront. Concentrez votre pensée sur vos coups et votre jeu de tennis s'améliorera progressivement. Se concentrer, c'est simplement se consacrer à une chose et ne pas prêter attention à autre chose. Si vous découvrez que vous ne pouvez pas le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous d'abord sur cela, éliminez la cause et le symptôme disparaîtra. Lisez le chapitre sur la force de volonté,
Cultivez votre volonté en voulant puis en agissant. Coûte que coûte, concentrez-vous et vous réussirez. Questions et exercices. Sélectionnez de n'importe quelle source plusieurs phrases appropriées à être prononcées à haute voix. Prononcez-les d'abord comme expliqué dans ce chapitre, puis avec l'attention nécessaire à l'accentuation vers la fin de chaque phrase. Exposez en environ 100 mots votre impression sur l'effet produit. Décrivez une méthode particulière que vous avez observée ou entendue par laquelle les orateurs ont tenté d'aider leur pouvoir de concentration, comme fixer un point blanc au plafond ou faire tourner le balancier d'une montre. Quel effet les habitudes ont-elles en public? Quelle est la relation entre la pause et la concentration? Expliquez pourquoi la concentration aide naturellement un orateur à changer le ton, le tempo et l'accentuation. Assistez-vous à des pièces de théâtre qui vous ont paru justes mais qui ne vous ont pas ému ni captivé? Dans le langage théâtral, elles n'ont pas réussi à atteindre, ce qui signifie que leur message n'a pas dépassé les lumières des pieds du public. Il n'y avait aucun impact, aucun piquant, aucune force. Bien sûr, cela signifie un désastre en grandes lettres, non seulement dans une production scénique, mais dans tout effort de plateforme. Toute présentation de ce type existe uniquement pour le public. Si elle ne parvient pas à l'impressionner, même avec une bonne expression, elle n'a pas de raison de perdurer. Qu'est-ce que la force? Certaines de nos expressions les plus évidentes révèlent des significations secrètes sous l'examen. Et c'est l'une d'elles. Pour commencer, nous devons reconnaître la distinction entre la force intérieure et extérieure. L'une est la cause, l'autre l'effet, l'une est spirituelle, l'autre physique. À cet égard important, la force animée diffère de la force inanimée. La force de l'homme, qui provient de son intérieur et s'exprime vers l'extérieur, est d'un autre type que la force de la poudre à canon de chimose, qui attend une influence extérieure pour exploser, aussi susceptible que soit la stimulation extérieure. La véritable source de pouvoir chez l'homme se trouve à l'intérieur. Cela peut sembler être une simple question de psychologie, mais cela a une relation intensément pratique avec l'art oratoire, comme nous le verrons plus loin. Non seulement nous devons identifier la différence entre la force humaine et la simple force physique, mais nous devons également dissiper certaines idées fausses sur ce qui peut ou ne peut pas l'accompagner. Par exemple, le bruit n'est pas de la force. Bien que la force puisse parfois être accompagnée de bruit, le simple rugissement n'a jamais fait un bon discours. Mais il y a des moments, pas des minutes, où la force vocale peut être utilisée avec un effet immense. Le mouvement viol n'est pas non plus de la force, mais la force peut donner lieu à un mouvement violent. Hamlet conseillait aux acteurs, ne déchire pas trop l'air avec ta main, mais utilise-la avec douceur. Car dans le même torrent, tempête, et, comment dire, tourbillon de ta passion, tu dois acquérir et engendrer une tempérance qui lui donne douceur. Oh, cela m'offense jusqu'à l'âme. Ou aller vers un solide compagnon de périwinkle peinte, déchirer une passion en lambeaux, en morceaux, pour diviser les oreilles des groundlings, qui sont en grande partie incapables de rien, sauf de regarder un spectacle muet et bruyant. Je voudrais fouetter un tel homme pour avoir surpassé Thermagan, surpassant Hérode. Je te prie de l'éviter. Ne sois pas non plus trop docile, laisse plutôt ta discrétion être ton guide. Adapter l'action au mot, le mot à l'action, avec cette attention particulière pour ne pas dépasser la modestie de la nature. Car tout ce qui est trop exagéré dévie du but du jeu, dont la fin, tant au début qu'à présent, était de soutenir, comme un miroir, la nature pour montrer à la vertu son propre trait, au mépris son propre visage, et à l'âge et au corps du temps, sa forme et sa pression. Or, ce qui est fait en excès ou fait tardivement, même si cela fait rire les novices, ne peut que faire souffrir les juges, dont la censure, selon votre avis, doit surpasser tout un théâtre d'autres. Oh, il y a des acteurs que j'ai vus jouer et j'ai entendu d'autres les louer. Et cela, dans une mesure extrême, pour ne pas parler profaniquement, sans avoir l'accent des chrétiens ni la manière de marcher des païens ou des hommes, se pavanant et rugissant tellement que j'ai pensé que certains des ouvriers de la nature avaient fait des hommes et ne les avaient pas bien faits, imitant si abominablement l'humanité. La force est à la fois cause et effet. La force intérieure qui doit se projeter vers l'extérieur est une combinaison de 4 éléments qui agissent progressivement. Tout d'abord, la force découle de la conviction. Vous devez être convaincu de la vérité, de l'importance ou du sens de ce que vous allez dire avant de pouvoir le prononcer avec force.
Vous devez être fermement enraciné dans vos convictions avant de pouvoir captiver votre public. La conviction convainc. Dans un article sur Theodore Roosevelt, Winston Spencer Churchill attribuait une grande partie du succès de Churchill et de Roosevelt à la tribune publique à leur discours percutants. Peu importe ce qu'ils ont entre les mains, ces hommes parviennent à faire croire, pour le moment, que cette chose est la plus importante sur Terre. C'est pourquoi ils s'adressent à leurs auditoires en leur disant de faire ceci ou cela. Ce type de discours est celui qui réussit, et c'est cette attitude virile, adoucissante et agressive qui distingue et maintient les carrières de nos grands leaders sur les estrades. Mais examinons de plus près les origines de la force intérieure. Comment la conviction affecte-t-elle l'homme qui la ressent? Nous avons répondu à la question dans la question elle-même. La conviction produit une tension émotionnelle. Étudiez les images de Theodore Roosevelt et de Billy Sunday en action, l'action est le mot. Observez l'attention de leurs muscles mandibulaires, les lignes tendues des tendons de tout leur corps lorsqu'ils atteignent un climax de force. La force morale et physique se ressemblent en ce qu'elles sont précédées et accompagnées par l'attention des cordes du pouvoir. C'est cette tension de la corde de l'arc, cet enroulement des muscles, cette contraction avant le ressort, qui fait que le public ressent presque, voire voit, la réserve d'énergie d'un orateur. D'une manière réellement merveilleuse, c'est davantage ce qu'un orateur ne dit ni ne fait, ce qui révèle la dynamo qu'il porte en lui. Tout peut surgir de cette force accumulée une fois qu'elle est libérée, et cela garde le public en alerte, pendu aux lèvres d'un orateur, attendant son prochain mot. Après tout, il s'agit de virilité. Un jouet en peluche n'a ni conviction ni tension émotionnelle. S'il est rembourré de sueur, éloignez-vous du podium car votre propre discours vous épinglera. De cette conviction, de cette tension émerge la détermination de faire partager cette conviction et cette tension au public. Le but est la colonne vertébrale de la force. Sans lui, le discours est flasque. Il peut briller, mais il est comme la méduse sans épines. Vous devez maintenir votre détermination si vous voulez garder votre public. Enfin, toute cette conviction, cette tension, ce but, est dépourvu de vie et inutile si elle ne se traduit pas en propulsion. Rappelez-vous, comme moi dans vos merveilleux rêves nocturnes, de l'homme qui pousse son prudent objectif à résoudre et résoudre encore et meurt de la même manière. Ne laissez pas votre force mourir. Faites-la naître à une pleine vie dans votre conviction, tension émotionnelle, résolution et pouvoir de propulsion. La force peut être acquise, oui, si l'acquéreur possède certaines des capacités que nous venons d'exposer. La manière d'acquérir ce facteur vital est suggérée dans son propre analyse. Vivez avec le sujet jusqu'à être convaincu de son importance. Si votre message ne vous met pas en tension par lui-même, tirez-le vers l'avant. Quand un homme est confronté à la nécessité de sauter par-dessus une fissure, il n'attend pas l'inspiration, mais il met ses muscles en tension pour le saut. Il n'est pas inutile que notre langue anglaise utilise le même mot pour décrire un puissant, bien que délicat, mécanisme en acier et un saut rapide dans les airs. Alors résolvez et laissez tout se terminer en un véritable coup. Il vaut la peine de réitérer cette vérité, l'homme intérieur est le facteur ultime, il doit fournir le carburant. Le public ou même l'homme lui-même peut ajouter l'allumette, peu importe laquelle, pourvu qu'il y ait du feu. Mais très habilement, ce feu doit être entretenu par son moteur. Peu importe combien il fonctionne bien, il n'aura pas de force si le feu est éteint sous la chaudière. Peu importe combien vous avez maîtrisé l'équilibre, la pause, la modulation et le tempo, si votre discours manque de feu, il est mort. Ni un moteur mort ni un discours mort n'attirera quelqu'un. Il y a 4 facteurs de force que l'on peut contrôler et acquérir. Les idées, les sentiments sur le sujet, la rédaction et la livraison. Chacun d'eux est analysé plus ou moins en détail dans ce volume, sauf la rédaction, qui nécessite réellement une étude rhétorique plus complète que ce qui peut être envisagé ici. Cependant, il est crucial de comprendre précisément comment la rédaction influence la force d'une phrase. Étudiez The Working Principle of Rhetoric de John Franklin ou les traités de rhétorique d'Adam Sherman Hills Baldwin ou d'autres dont les noms peuvent être facilement appris auprès de tout professeur. Les mots saxons sont souvent plus percutants que les mots latins. On utilise « guerre contre » plutôt que « militance contre ». Les mots spécifiques sont plus puissants que les mots généraux, précis, et plus définitifs que « imprimeur ».
Les mots connotatifs, ceux qui suggèrent plus que ce qu'ils disent, ont plus de pouvoir que les mots ordinaires. Se laissa épouser, exprime plus que se maria. Les épithètes, mots figurativement descriptifs, sont plus efficaces que les noms directs. Dire à ce vieux renard a plus de mordant que dire à ce vieux rusé. Les mots onomatopéiques, ceux qui transmettent le sens par le son, sont plus puissants que d'autres mots. Choc est plus efficace que cataclysme. Réduisez les modificateurs, coupez les connecteurs. Commencez avec des mots qui exigent l'attention, terminez avec des mots qui méritent d'être distingués. Le professeur Barrett Wander dit: placez les idées fortes devant les plus faibles pour renforcer le contraste. Évitez les phrases élaborées, les phrases courtes ont plus de force que les longues. Éliminez tous les mots inutiles pour donner de l'importance aux mots réellement significatifs. Que chaque phrase soit un bélier condensé, qu'elle soit équilibrée jusqu'à son coup final dans l'attention. Un langage familier et domestique, s'il n'est pas usé par l'usage, est plus efficace qu'une expression très formelle et académique. Considérez bien la valeur relative des différentes positions dans la phrase pour pouvoir accorder plus de place aux idées que vous souhaitez souligner. Mais quelqu'un pourrait dire: n'est-il pas plus honnête de compter sur l'intérêt inhérent au sujet, sa vérité native, la clarté et la sincérité de la présentation, ainsi que la beauté de l'expression pour conquérir le public? Pourquoi ne pas rencontrer les gens au lieu de les capturer par surprise? Pourquoi utiliser la force? Il y a une grande part de vérité dans cet appel, mais ce n'est pas toute la vérité. La clarté, la persuasion, la beauté, l'exposition simple de la vérité sont toutes essentielles. En effet, elles sont toutes des parties définies d'une présentation percutante d'un sujet, sans être les seules parties. La viande forte peut ne pas être aussi attrayante que la glace, mais tout dépend de l'appétit et du stade auquel se trouve le repas. On ne peut pas transmettre un message agressif avec de petites caresses, il faut le lancer avec des coups durs et rapides dans le plexus solaire. On ne peut pas frapper le feu avec un silex ou un public avec des tapotements d'amour. Dites à un théâtre bondé de manière désagréable: il me semble que la maison est en feu, et votre annonce pourrait être accueillie par un éclat de rire. Si vous prononcez les mots « la maison est en feu », ils se bousculeront pour atteindre les sorties. L'esprit et le langage de la force sont définitifs. Avec la conviction, aucun discours immortel dans la littérature ne contient des expressions telles que « il me semble »,« je dois juger »,« à mon avis »,« je suppose »,« peut-être que c'est vrai ». Les discours qui vivront ont été prononcés par des hommes qui brûlaient avec le courage de leurs convictions, qui prononçaient leurs mots comme une vérité éternelle. On disait que Jésus attirait la foule par la façon dont il enseignait, comme quelqu'un qui a autorité. Un public ne sera jamais ému par ce que vous pensez être la vérité ou ce qui, selon votre humble avis, pourrait l'être. Si vous pouvez affirmer honnêtement vos convictions comme vos conclusions, assurez-vous que vous avez raison avant de prononcer votre discours, puis exprimez vos pensées comme si elles étaient un Gibraltar de vérité intangible. Prononcez-les avec la main de fer et la confiance d'un Cromwell, affirmez-les avec le feu de l'autorité. Prononcez-les comme un ultimatum. Si vous ne pouvez parler avec conviction, gardez le silence. Quelle force avait le jeune ministre qui, craignant d'être trop dogmatique, exhortait ainsi ses auditeurs. Mes amis, comme je le suppose, il semble que ce soit mon devoir de vous dire que si vous ne vous repentez pas, pour ainsi dire, laissez vos péchés et revenez à la justice. Si vous pouvez le dire ainsi, vous serez quelque peu perdu. Un discours doit refléter l'époque. Ce n'est pas une époque de douceur, un discours tiède et sans enthousiasme ne gagnera pas. C'est le siècle des marteaux-piqueurs, des trains express qui passent sous les villes et à travers les tunnels des montagnes, et vous devez insuffler cet esprit dans votre discours si vous voulez émouvoir un public populaire. Depuis un siège de première classe, écoutez une compagnie de théâtre présenter un drame moderne de Broadway, non une comédie mais un drame passionnant et émouvant. Ne vous laissez pas absorber par l'histoire, concentrez toute votre attention sur la technique et la force de l'interprétation. Il y a un coup et un choc, ainsi qu'une intensité infiniment subtile dans les grands discours de climax qui suggèrent cette leçon. La même force bien calculée, contenue et délicatement nuancée martellerait simplement vos idées dans les esprits de votre public. Un pistolet à air comprimé fera vibrer la balle d'un oiseau contre le vitrage d'une fenêtre,
Mais il faut un fusil pour faire traverser une balle à travers le vitrage et les murs d'orme qui se trouvent au-delà. Quand utiliser la force? Un public n'est pas comme le royaume des cieux. Les violents ne le prennent pas toujours par la force. Il y a des moments où la beauté et la sérénité doivent être les seules cloches de votre timbre. La force est seulement un des grands extrêmes du contraste. N'utilisez ni cette expression ni l'expression tranquille pour exclure d'autres tonalités. Soyez variés et dans la variété trouvez une force encore plus grande que celle que vous pourriez atteindre en essayant un usage constant. Si vous lisez un essai sur les beautés du lever du soleil, en parlant de la délicate floraison d'une mer-forêt ou en expliquant le mécanisme d'un moteur à gaz, un style vigoureux est totalement inapproprié. Mais lorsque vous faites appel aux volontés et aux consciences pour qu'elles agissent immédiatement, l'énergie de votre prestation est primordiale. Dans ces cas, considérez les esprits de votre public comme tant de coffres-forts qui ont été verrouillés et perdus. N'essayez pas de deviner les combinaisons, versez un peu de nitroglycérine dans les fissures et allumez la mèche. Pendant que ces lignes sont écrites, un entrepreneur de la rue d'en bas fait sauter des rochers avec de la dynamite pour poser les fondations d'un grand bâtiment. Lorsque vous voulez passer à l'action, n'ayez pas peur d'utiliser la dynamite. Le dernier argument en faveur de l'efficacité de la force dans les discours publics est le fait que tout doit être amplifié pour les besoins de la tribune. C'est pourquoi les discours ne se lisent pas bien dans les rapports du lendemain. Les déclarations semblent grossières et exagérées parce qu'elles ne sont pas accompagnées de la prestation énergique d'un orateur brillant devant un public réchauffé jusqu'à l'enthousiasme. Par conséquent, en préparant votre discours, vous ne devez pas errer du côté des déclarations tièdes. Votre public atténuera inévitablement vos paroles dans le gris froid de la réflexion ultérieure. Lorsque Phidia fut critiqué pour les contours rugueux et audacieux d'une statue qu'il avait présentée en concours, il sourit et demanda que sa statue et celle de son rival soient placées sur la colonne pour laquelle la sculpture était destinée. Une fois cela fait, toutes les exagérations et rudesses atténuées par la distance se fondaient dans une grâce exquise de lignes et de formes. Chaque discours devait être une étude spéciale d'éducation et de proportion. Omettez le tonnerre de la prestation si vous le souhaitez, mais comme Wendell Phillips, placez un éclair silencieux dans votre discours. Faites respirer vos pensées et faites brûler vos mots, dit Emerson. Écrivez comme un chat électrique qui émet des étincelles et des décharges à chaque phrase. Allez et parlez de la même manière. Mettez le grand bâton dans votre discours, soyez percutant. Questions et exercices. Illustrez en répétant une phrase de mémoire ce que signifie employer la force en parlant. Selon vous, quel est le principe technique de l'art oratoire le plus important que vous avez étudié jusqu'à présent et pourquoi? Quel est l'effet d'une trop grande force dans un discours? Et d'une trop faible? Notez une conversation peu intéressante ou un discours inefficace et expliquez pourquoi il a échoué. Suggérez comment il pourrait être amélioré. Pourquoi les discours doivent-ils être prononcés avec plus de force que les conversations? Relisez plusieurs fois en faisant tout votre possible pour atteindre la force. Écrivez un discours de 5 minutes où non seulement vous discuterez des erreurs de ceux qui exagèrent ou minimisent l'usage de la force, mais où vous montrerez par imitation leurs faiblesses. Ne vous moquez pas, mais imitez de près. Énumérez 10 sujets pour des discours publics et indiquez lesquels nécessitent probablement un usage fréquent de la force dans leur prononciation. À votre avis, les orateurs font-ils souvent l'erreur d'utiliser trop ou pas assez de force? Dites comment les mots précédents décrivent les faiblesses du discours public. Le sentiment et l'enthousiasme est cet esprit secret et harmonieux qui plane sur la production du génie. À Isaac d'Israël, personnage littéraire, si vous vous adressez à un groupe de scientifiques sur un sujet tel que les veines des ailes d'un papillon ou la structure des routes, naturellement, votre sujet ne suscitera pas beaucoup de sentiments ni en vous ni en votre auditoire. Ce sont des sujets purement mentaux. Mais si vous voulez que les hommes votent en faveur d'une mesure qui abolira le travail des enfants, ou si vous voulez les inspirer à prendre les armes pour la liberté, vous devez attaquer directement leurs sentiments. Nous nous allongeons dans des lits confortables, nous nous asseyons près du radiateur par un jour froid, nous mangeons une tarte aux cerises et nous consacrons notre attention à une personne du sexe opposé non pas parce que nous avons raisonné que c'est ce qu'il faut faire, mais parce que nous le ressentons. Ainsi, personne ne sauve un dyspeptique en choisissant son régime à partir d'un tableau. Nos sentiments nous dictent ce que nous devons manger, et en général, comment nous devons agir. L'homme est un animal de sentiments,
Donc la capacité de l'orateur public à inciter les gens à l'action dépend presque entièrement de sa capacité à toucher leurs émotions. Les mères noires qui voient leurs enfants être vendus comme esclaves ont prononcé certains des discours les plus émouvants des États-Unis. Il est vrai que la mère n'avait aucune connaissance de la technique oratoire, mais elle possédait quelque chose de plus grand que toute technique, plus efficace que la raison, le sentiment. Les grands discours du monde n'ont pas été prononcés sur des réductions tarifaires ou des allocations postales. Les discours qui perdureront ont été chargés de force émotionnelle. La prospérité et la paix sont de pauvres catalyseurs de l'éloquence. Lorsque de grandes erreurs doivent être corrigées, lorsque le cœur du public est enflammé de passion, c'est l'occasion d'un discours mémorable. Patrick Henry prononça un discours immortel. En pleine crise de l'époque, il plaidait pour la liberté. Il s'était éveillé au point de pouvoir s'exclamer honnêtement et passionnément « Donnez-moi la liberté ou la mort ». Sa renommée aurait été différente s'il avait vécu aujourd'hui et était devenu avocat, par la distinction des juges. Le pouvoir de l'enthousiasme, les partis politiques engagent des groupes de musique et paient pour les applaudissements. Ils soutiennent que pour obtenir des voix, il est plus efficace de susciter l'enthousiasme que le raisonnement. Jusqu'à quel point ont-ils raison dépend des auditeurs, mais il ne fait aucun doute sur la nature contagieuse de l'enthousiasme. Un fabricant de montres de New York a testé 2 séries de publicités pour ses montres. L'une vantait la supériorité de la construction, du travail, de la durabilité et de la garantie offerte par la montre. L'autre était intitulée « Une montre dont être fier » et soulignait le plaisir et la fierté de la posséder. Cette dernière série s'est vendue 2 fois plus que la première. Un vendeur d'une usine de locomotives informa l'écrivain que, dans la vente de locomotives, l'attrait émotionnel était plus fort qu'un argument basé sur l'excellence mécanique. On pourrait citer un nombre incalculable d'exemples pour montrer que dans toutes nos actions, nous sommes des êtres émotionnels. L'orateur qui veut parler avec efficacité doit développer le pouvoir de susciter des sentiments. Webster, grand polémiste, comme il était, savait que le véritable secret du pouvoir d'un orateur était émotionnel. Il dit « L'éloquence, la passion affective, l'expression intense, la pompe de la déclamation, tout cela peut y aspirer. Il ne peut l'atteindre que si cela arrive comme le jet d'une source terrestre ou l'éruption des feux volcaniques, avec une force spontanée, originale, native. Les grâces enseignées dans les écoles, les ornements coûteux et les artifices étudiés du langage choquent et dégoûtent les gens lorsque leur propre vie et le destin de leurs femmes, enfants et de leur pays dépendent de la décision du moment. Alors, les mots ont perdu leur pouvoir. La rhétorique est vaine, et toute éloquence élaborée est méprisable. Même le génie lui-même se sent alors réprimandé et soumis, comme en présence de qualités supérieures. Alors, le patriotisme est éloquent, alors la dévotion personnelle est éloquente. La conception claire qui dépasse les déductions logiques, le but élevé, la résolution ferme, l'esprit intrépide qui parle dans la langue, les yeux éclatants, informent tous les traits et poussent tout l'homme vers son sujet, voilà ce qu'est l'éloquence, ou plutôt, quelque chose de plus grand et de plus élevé que toute éloquence. Cette action noble, sublime, divine. Lorsque je voyageais dans le Nord-Est il y a quelque temps, un écrivain présent est allé se promener dans la rue d'un village après le dîner et a observé une foule écoutant un imposteur parler dans un coin depuis une caisse de marchandises. Se rappelant le conseil d'Emerson d'apprendre quelque chose de chaque homme que nous rencontrons, l'observateur s'est arrêté pour écouter l'attrait de cet orateur. Il vendait un tonique pour les cheveux qu'il prétendait avoir découvert en Arizona. Il ôta son chapeau pour montrer ce que ce remède avait fait pour lui, se lava le visage pour démontrer qu'il était aussi inoffensif que l'eau, et s'étendit sur ses mérites de manière si enthousiaste que les dollars pleuvaient à flots. Lorsque le tonique capillaire fut fourni au public, il se demanda pourquoi une proportion plus élevée d'hommes que de femmes était chauve. Personne ne le savait. Il expliqua que cela était dû au fait que les femmes portaient des chaussures à semelles fines, établissant ainsi une bonne connexion électrique avec la terre-mère, tandis que les hommes portaient des chaussures à semelles épaisses et sèches qui ne transmettaient pas l'électricité de la terre au corps. Les cheveux des hommes, n'ayant pas une quantité adéquate de nourriture électrique, mouraient et tombaient. Bien sûr, il avait un remède, une petite plaque de cuivre à fixer à la semelle de la chaussure. Il décrivit avec enthousiasme et vivacité la commodité d'échapper à la calvitie et rendit hommage à ces plaques de cuivre.
Aussi étrange que cela puisse paraître lorsqu'on raconte l'histoire plus tard, l'enthousiasme de l'orateur avait entraîné son public avec lui, et ce dernier se pressa autour de son stand, les mains tendues dans l'anxiété de devenir les possesseurs de ces plaques magiques. Le conseil d'Emerson avait été bien pris, l'observateur avait de nouveau vu le pouvoir merveilleux et persuasif de l'enthousiasme. L'enthousiasme a envoyé des millions de personnes en croisade pour libérer la Terre sainte des Sarrasins, a plongé l'Europe dans une guerre de 30 ans pour la religion, et a envoyé 3 petits navires traverser les mers inconnues vers les côtes d'un nouveau monde. Lorsque l'armée de Napoléon était épuisée et découragée dans sa descente des Alpes, le petit caporal l'arrêta et ordonna aux fanfares de jouer la Marseillaise. Sous ces accords émouvants, il n'y avait pas de poisson. Jamais rien de grand n'a été accompli sans enthousiasme, disait Emerson. Carlyle affirmait que tout grand mouvement dans les annales de l'histoire a été le triomphe de l'enthousiasme. Il est contagieux comme la rougeole. L'éloquence est en partie inspiration. Entraîne ton auditoire avec toi dans une pulsation d'enthousiasme. Laisse-toi aller. Un homme, disait Oliver Cromwell, ne s'élève jamais autant que lorsqu'il ne sait pas où il va. Comment pouvons-nous acquérir et développer l'enthousiasme? Il ne faut pas le revêtir comme une veste de smoking, un livre ne peut le fournir. C'est une croissance, un effet, mais un effet de quoi? Voyons, Emerson écrivait qu'un peintre lui avait dit que personne ne pouvait dessiner un arbre sans devenir d'une certaine manière un arbre, ou dessiner un enfant simplement avec les contours de sa forme, mais en observant un certain temps son mouvement et ses jeux, le peintre entre dans sa nature et peut alors le dessiner à volonté dans toutes les attitudes. Ainsi, il entra dans la nature la plus intime de ses moutons. Il connaissait un dessinateur employé à un sondage public qui découvrit qu'il ne pouvait dessiner les rochers qu'après avoir d'abord compris leur structure géologique. Lorsque Sarah Bernhardt interprétait un rôle difficile, elle ne parlait souvent à personne de 16 heures jusqu'après la représentation. À partir de 16 heures, elle vivait son personnage. On dit que Wood ne permettait à personne de lui parler entre les actes de ses rôles shakespeariens, car alors il était Macbeth. Dante, exilé de sa bien-aimée Florence et condamné à mort, vivait dans des grottes, à moitié mourant de faim. Ensuite, Dante écrivit son cœur dans la Divine Comédie. Bunyan entra dans l'esprit de son progrès du pèlerin si profondément qu'il s'effondra par terre dans la prison de Bedford et pleura de joie. Turner, qui vivait dans un grenier, se levait avant l'aube et marchait 9000 pour voir le soleil se lever sur l'océan afin de capturer l'esprit de sa beauté merveilleuse. Les phrases de Wendell Phillips étaient pleines d'éclairs silencieux parce qu'il portait dans son cœur la douleur de 5 millions d'esclaves. Il n'y a qu'une manière de faire en sorte que le sentiment soit présent dans votre discours, et quoi qu'il en soit que vous oubliez, rappelez-vous toujours cela. Vous devez réellement entrer dans le personnage que vous incarnez, dans la cause que vous défendez, dans le cas que vous argumentez. Entrez en lui si profondément qu'il vous habille, vous captive, vous possède complètement. Point alors, au vrai sens du terme, tu te sympathises avec ton sujet, car tes sentiments sont tes sentiments. Tu ressens avec lui, et donc ton enthousiasme est authentique et contagieux. Le menuisier qui parla comme jamais un homme n'a parlé prononça des mots nés d'une passion d'amour pour l'humanité. Il était entré dans l'humanité et ainsi il était devenu un homme. Mais nous ne devons pas considérer les mots précédents comme une recette facile pour décoder un sentiment qui pourrait ensuite être distribué à un public complaisant en quantité adaptée aux besoins du moment. Le véritable sentiment dans un discours est l'os et le sang du discours lui-même, et non quelque chose qui peut être ajouté ou soustrait à volonté. Dans le discours idéal, le sujet, l'orateur et le public deviennent un tout, fusionnés par l'émotion et la pensée du moment. La nécessité de sympathie pour l'humanité est impossible à trop insister. L'orateur doit avoir une large et profonde tendresse pour la nature humaine. L'un des biographes de Victor Hugo attribue son pouvoir en tant qu'orateur et écrivain à ses larges sympathies et à ses profonds sentiments religieux. Récemment, nous avons vu l'éditeur de Color Weekly parler de l'écriture de contes et il souligna si souvent la nécessité de cet amour large pour l'humanité, ce sentiment véritablement religieux, qu'il s'excusa 2 fois pour avoir prononcé un sermon. Peu ou aucun des discours immortels n'ont été prononcés pour une cause égoïste ou étroite. Ils sont nés d'un désir passionné d'aider l'humanité. Exemple, le discours de Paul aux Athéniens sur la colline de Mars, le discours de Lincoln dans le Sermon sur la montagne, le discours de Henry devant la Convention des délégués de Virginie.
Le sceau est le signe de la grandeur et le désir de servir les autres. La conservation de soi est la première loi de la vie, mais la négation de soi est la première loi de la grandeur et de l'art. L'égoïsme est la cause fondamentale de tout péché. C'est ce que toutes les grandes religions, toutes les philosophies dignes ont attaqué. Des discours qui touchent l'humanité émergent d'un cœur de véritable sympathie et d'amour. L'ex-sénateur américain Albert J. Beveridge, dans une introduction au volume